Voilà. Et bonjour à tous et bienvenue sur le stream. Oui, ça y est, nous sommes aujourd'hui le mardi 20 septembre et c'est une grande journée puisque vous savez, aujourd'hui on va starter avec une émission qui porte le même nom. Mais avant ça, on va commencer par célébrer cette grande journée puisque oui, il y a aujourd'hui 23 ans est apparue la première publication de Naruto. Oui, Naruto, vous le connaissez tous. On reviendra là-dessus dans quelques minutes, plutôt quelques heures même. Mais avant ça, on va commencer, oui, vous regardez Starter et joyeux anniversaire Naruto. On a raté le plus beau Naruto Run de l'histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Starter. Ravi de vous retrouver. Limi, nous sommes en direct. Bonjour Locke, c'est incroyable de parler de Naruto, une série que tu as lue en intégralité, les 76 tomes, c'est ça? Absolument pas. Dragon Ball ici, donc oh là on s'assume là. complètement. Non, je les ai pas lus, je les ai regardés après, mais il y avait un truc plus puissant au-dessus, donc voilà. On a été happés par ce qu'il y avait de plus sympa. Eh oui, ce qu'il y avait de plus de sympa. En fait, je sais que les fans de manga, ils sont hyper trigger, tu vois. Du coup, j'adore. Trigger trigger coréen. Incroyable mais vrai. On n'est toujours pas coiffé, on n'est toujours pas maquillé. C'est la télé-réalité. Vous regardez Starter, votre émission d'actualité pop culture, avec autour de moi aujourd'hui Otaksu. Comment ça va? Eh coucou, merci pour l'invitation. Écoute, ça allait bien jusqu'à ce qu'on me dise que ça fait 23 ans que c'est sorti et que je me prenne un énorme coup de vieux dans la tronche de beau matin. Mais allons donc, je suis très soyons heureux d'être honnêtes, ici. tout le monde a découvert Naruto à l'arrivée de la DSL. Honnêtement, j'ai fait tome 1 à l'époque, pour te dire. J'ai fait tome 1 VF, vraiment. Wow. Ah ouais. Je l'attendais à fond. Ouais. Ah ouais, tome 1 à défaut de faire top 1. Incroyable. Formidable. Kana qui imprime les billets depuis. On est aussi avec Kao. Comment ça va? Ça va super, je suis contente vraiment que ce soit l'anniversaire de Naruto. C'était ma première grande série de manga. Et je forçais en fait ma mère, quand j'allais en cours, à aller chercher le dernier tome à Carrefour. Non. Comme ça, je revenais de l'école, je savais que j'avais Naruto à lire. Et en plus, il y avait Naruto sur Game One, si je me trompe pas. Oui, quand on complètement. rentrait. Donc c'était trop bien. C'est ça. Complètement. Punaise, mais vous avez grandi génération Naruto. Hein. Du coup, ici, ça fait très plaisir. Bah, sachez, voilà, petite anecdote, mais qu'aujourd'hui encore, il y a un nombre d'adolescents extrêmement conséquent qui réclament à leur maman et à leur papa le dernier volume de Naruto. Tu veux pire? Moi, ça, c'est un vrai truc qui me marque quand même. Vous vous rendez compte que les ados d'aujourd'hui, là, ils sortent, genre on sort le vendredi avec nos potes et tout, on va traîner dehors. Ils sont habillés avec des capes d'Akagi. Ils sont habillés en l'école, ils ont tout. On a une équipe e-sport BMS avec les tenues à Katsuki. Voilà, ça représente le Big Free, tu vois, c'est cool. Et à l'époque, nous, on faisait juste des skyblogs. On aura l'occasion d'en reparler justement dans l'archive du jour, puisqu'elle sera consacrée à Naruto, si on a le temps d'arriver jusque-là, tant j'ai l'impression que les gens ont des choses à dire aujourd'hui. Hein. Bonjour évidemment à tous ceux qui sont dans le chat. Au programme aujourd'hui de cette émission, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Menu principal avec Uber Eats, ceci n'est pas une OPSP, et pourtant eux ont réussi à faire de l'OP dans de l'OP, de l'intégration. Une OP très spéciale. Dans des publicités incroyables, du jamais vu, du déjà vu. Vous nous direz hein, si vous êtes influencé vous aussi par la publicité, mais Uber Eats innove un peu sur un format évidemment terrible, hein. N'hésitez pas évidemment à ne pas skipper les 9 pubs d'affilée à la suite ici, que l'on a retiré, hein. Bien entendu, on va parler d'EA et de Call of Duty. En effet, le CEO d'Electronic Arts s'est exprimé sur le fait qu'il serait plutôt heureux de voir Call of Duty arriver en exclusivité sur Xbox. Lui, ça lui plairait bien. Ce serait good for business, a-t-il dit. Good for business, ça, bah oui. Tu veux que ça soit quoi d'autre? Je sais pas. C'est formidable puisqu'on a tout un récit de leur formidable soirée chez Goldman Sachs. Ce nom vous dit probablement quelque chose. Si vous avez plus de 12 ans d'âge, quelque part, ça vieillit très très bien. Goldman Sachs, eh bien sachez que les plus gros CEO évidemment de ce grand groupe de banques font des petites soirées ensemble et les journalistes y recueillent pas mal d'informations. On va voir évidemment à quel point le complot pour que Call of Duty soit en exclusivité Xbox arrive même ailleurs chez les autres entreprises. Puis enfin, on parlera de la nouvelle
PlayStation 5. Incroyable. Tom Anderson, comme Mr. Anderson de Matrix, a déclaré, c'est la ref de vieux, a déclaré évidemment avoir les sources fiables que le 4e châssis de la PlayStation 5 est en préparation pour être en ligne de production d'ici septembre 2023. Alors, que faut-il s'attendre de ce nouveau châssis, de cette nouvelle PlayStation ? On va tout vous dire, évidemment, ici, dans Starter. Puis enfin, chronique avec Octaxou. On reviendra sur l'univers de Oddworld. Univers formidable, dont c'est un peu l'anniversaire en ce moment, il me semble. Oui, parce qu'en fait, il y a 2 jours est sorti c'était l'anniversaire de la sortie du tout premier épisode sur PS1. On fête les 25 ans du coup cette semaine de Oddworld. Ouais. Encore un petit coup de vieux qui va bien. Et je voulais vous en parler parce que c'est en fait une série. On ne sait pas pourquoi elle est culte, mais elle est complètement culte et je vais vous expliquer pourquoi justement, parce que c'est très important. Exactement, culte. On en parlera ici, puis on fera le rappel des titres de l'actualité dans la Select. Alors sur le bouton Select qui a disparu de toutes les manettes de jeu, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Ah là là, pourquoi ils ont enlevé ça ? Oui, alors on va parler de... déjà on va faire un petit retour avec le communiqué de Rockstar, puisque oui, vous n'êtes pas passé à côté des leaks, on vous en a parlé. Et on disait, oui, effectivement, on n'a pas encore eu de communiqué de leur part. Eh bien, c'est chose faite. On a une première info sur le scénario de Resident Evil. Bon, il s'agit d'une théorie, en tout cas une info un peu, malgré les informations que Qualcomm nous ont fournies. On va pouvoir en parler aussi de Valve, qui a dévoilé ses prototypes du Steam Deck lors du TGS. Un effort sympa, on aime beaucoup en voir un peu plus dans les coulisses de l'industrie. On reviendra sur Amazon, mais pas comme vous l'attendiez, puisque oui, Amazon collabore actuellement avec la BCE sur 1 euro numérique, aussi simplement que ça. Si vous ne savez pas ce que c'est que la BCE, c'est pas grave, vous allez l'apprendre tout à l'heure. On reviendra aussi, une nouvelle fois, sur Internet, puisque oui, Internet, ça nous intéresse, mais avez-vous tous accès à Internet dans le monde ? En tout cas, on a des informations, on a des stats qui sont tombées, c'est hyper intéressant de savoir combien d'entre nous n'ont pas Internet, surtout. Oui, c'est vrai. Combien d'entre nous n'ont pas Internet ? Combien d'entre nous ? On répondra tout à l'heure, évidemment. Un sondage sur Sondage sur Twitch. Sur le chat. Avez-vous Internet ? Combien d'entre vous n'ont pas Internet ? Ouais, ça, c'est vrai. J'espère que vous nous le direz du coup. Et on partira avec d'autres actualités cette fois-ci concernant Batman, puisque oui, il va falloir sauver notre soldat Batman. Vous avez tous kiffé la série, et bien voilà, il va falloir se battre. En tout cas, il y a un petit combat peut-être qui a déjà lieu actuellement pour voir qui aura les droits de diffusion. Et on finira sur une touche artistique de la beauté sur Minecraft, puisque oui, tout est permis sur Minecraft, tout est reproduit sur Minecraft. Et cette fois-ci, l'intéressé, c'est Bloodborne. Impeccable. Eh bien, écoutez, Bloodborne, un jeu qui n'en a pas fini de faire couler de l'encre, bien entendu. Puis ce sera la chronique de KO. KO chronique aujourd'hui, de quoi on parlait ? Sur la nourriture dans les jeux vidéo. Je l'attendais, la vie après. Merci. On peut pas avoir de nourriture en plateau, on l'aura du coup en chronique. On va revenir sur les différents aspects, les différents types de jeux où sont intégrés la nourriture et ça va être super intéressant. Et bien sûr, on va parler un petit peu de nos petites perles où on a découvert la cuisine, bien sûr. Cuisine. La cuisine dans les jeux. Tout à fait, 23 ans de Naruto, ce sera l'archive du jour. Voilà, ce manga vous a-t-il marqué ou êtes-vous passé complètement à côté ? On en discutera tous ensemble. Vous connaissez le programme de Starter. On est tout de suite parti avec le menu principal. Menu principal aujourd'hui absolument incroyable puisqu'on va vraiment parler menu, un sujet bouffe qui sera probablement un fil conducteur sur l'ensemble de l'émission puisque l'on va parler de la bonne idée, point d'interrogation, de Uber Eats durant les derniers spots pub de TF1. Alors je sais, vous ne regardez probablement plus la télévision ici, bien entendu, vous valez mieux que ça. Ah oui. Bien entendu, rien que le fait que vous le pensiez prouve que vous ne valez pas mieux que ça. Mais la bonne idée, c'est d'incruster des fausses notifications au sein même de pubs de bouffe. Ici, une pub pour un célèbre fabricant de hamburgers américain, une grande chaîne. Et là,
pam, les spots Uber Eats. Dis-donc, ça vous arrive de craquer pendant les pubs, ça vous dirait de faire une petite commande si vous voulez. Et, il y a des codes promo qui apparaissent en fil et sur toutes les pubs, à chaque fois que ça parle de nourriture ou pas de nourriture, voilà, on livre du café aussi. Oasis, c'est parti, ça relivre le machin. Et à la fin, je crois qu'il y a une pub, je sais pas, Célio ou Zalando ou n'importe quoi. Ouais. Et il y a quand même le truc Uber Club, mais c'est n'importe quoi. T'as renversé ton burger et ton café sur ton pantalon. Non, nous on livre pas de pantalon, s'il vous plaît, c'est n'importe quoi. Donc voilà, l'incruste dans l'incruste. Alors, ce sont des vraies pubs, hein, les spots pubs qui ont été payés pour être diffusés dans une chaîne horaire de grande écoute sur TF1. Et par-dessus ces spots pubs, Uber a négocié des droits pour passer une surpub, en tout cas par-dessus. Donc c'est évidemment full incrusté, donc déjà prévu à la base. Il y a pas de, c'est pas un double incrustation, c'est vraiment dans les pubs dans les pubs, et avec chacun des membres des différentes pubs. Donc vous voyez, des entreprises différentes à chaque fois négociées, et bam, les trucs Uber Eats qui apparaît ici. Chose nouvelle. Alors je sais pas si ça s'était déjà vu un peu quelque part ou s'il l'avait déjà tenté, en tout cas aux États-Unis, mais une façon un peu, peut-être un peu novatrice de faire parler finalement d'eux. La preuve, c'est qu'on en parle. Je ne sais pas si c'est une bonne méthode. On sait que vous n'êtes absolument jamais influencé par les pubs. Vous-même, personne. Ici, personne n'est influencé par les pubs. D'ailleurs, on peut vous poser la question, est-ce que vous avez déjà craqué quand vous avez vu une pub à la télé? Otaxou, ça, c'est un truc qui peut te donner envie de lancer ton application ou pas? Alors, non. Par contre, c'est un truc qui me rend curieux sur la manière dont ces publicités ont été produites et surtout sur l'avenir de la télé. Ouais. Parce que pour moi, quand je vois cette pub-là, c'est une pub mobile. Oui. C'est pas une pub télé. Oui. Donc du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas eu tout d'un coup chez certains acteurs cette idée de se dire on fait une pub mobile en priorité cette fois-ci et pas télé qu'on va balancer sur Internet ensuite, et on la teste comme ça vite fait à la télé pour avoir des premiers retours avant que le vrai gros budget soit mis sur Internet. Et ça en dirait long sur l'avenir de la publicité à la télé. Ah ouais. Moi, je le vois comme ça. Après, la pub en elle-même, je trouve ça relativement intelligent si on réfléchit vraiment en pur comme marketing. Mais pour moi, c'est surtout cette question qui reste de est-ce que c'est pas aussi un signe que les budgets pub à la télé vont commencer à vraiment, vraiment chuter, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être un indicateur d'un gros chiffre. Indicateur aussi que finalement, même si tu regardes la télévision, t'es jamais très loin de ton téléphone, visiblement. Ouais, ça fait très peur parce que je les ai vus en direct. Ah ouais? Ouais. Je regarde Tu regardes TF1. la télé? Tu regardes? Mais ça veut dire que tu pars pas pisser durant les pubs. Enfin, elles durent Mais un j'ai quart été d'heure, les pubs sur surprise. TF1. Non, moi je switch entre les chaînes. Je vais pisser quand je veux. Bref. T'es encore très télé, toi, Kao. Une femme Ouais. libre. Ouais. Et genre, t'as ressenti quoi quand t'as vu ça en direct? Genre, il y a un C'était terrible. bug? Alors c'est terriblement flippant. Effectivement, je pensais que c'était un bug parce qu'on reçoit déjà assez de notifications sur nos téléphones, par mail. Voilà, vous avez faim, regardez. En plus, c'est bizarre, mais juste quand forcément le téléphone il écoute. T'as faim, t'as une notification. Bon, et là, justement, t'as les notifications en face de toi. Surtout que c'est un peu anxiogène parce que généralement, quand tu reçois cette notification, c'est le livreur qui est en face de chez toi qui dit je suis là, descends s'il te plaît. Ah, j'avoue. Donc vraiment, Non, des c'est un fois, peu. vraiment, ils Ah t'envoient ouais. des notifications Uber Eats en mode Je sais pas. hey, envie de burger? Un burger acheté égale un burger offert. Et t'es là, J'en ai de temps en temps, mais ça va. Ah non, Mais bon. Mais Tu Ce soir, n'as ça jamais devait être craqué, celle-là. évidemment. non, j'ai pas pris l'abonnement. Jamais craqué. tu veux, avec Prime sur Deliveroo, t'as au bout de 25 Ça euros. suffit Voilà. maintenant. Ça suffit, Mais, les placements produits mais ici. après c'est pas si mal parce que TF1 c'est quand même une vieille chaîne, il y a quand même un public assez âgé, on va dire. C'est pas la chaîne la plus hypante, on va dire, à la télé, que ce soit sur les programmes ou autres. Et du coup, ils visent à mon avis un nouveau public et c'est pas plus mal. Mais je sais pas si ce genre d'intégration c'est le meilleur moyen pour Alors, aujourd'hui, choper ça. on parle de plus en plus de publicité ciblée à la télévision grâce à l'arrivée de la télévision numérique principalement. Les spots de publicité pourraient être adaptés au type de consommateur que vous êtes, en fonction du programme que vous avez l'habitude de regarder, l'heure d'écoute, votre âge, tout simplement, votre situation. On sait qu'aujourd'hui, sur vos téléphones, vous avez des tas et des tas de pubs sur l'ensemble de vos réseaux sociaux qui sont directement ciblés en fonction du contenu que vous allez regarder et du contenu que vous consommez. Parfois, juste parce que vous êtes passé à un endroit précis, vous allez avoir des pubs de quelque chose en relation avec l'endroit où vous êtes passé. C'est une réalité. Ça pourrait arriver à la télévision, justement, et c'est de plus en plus
tester pour voir un peu les retours. La télévision doit-elle se mettre aux pubs ciblées des téléspectateurs, ou est-ce qu'on touche finalement un peu en danger? On parlera de tous ces gens qui ne veulent pas avoir Internet. Est-ce que finalement, toujours, le futur de la pub, c'est le ciblage à Mais c'est pas doit-elle, elle est en train, elle va, c'est garanti. Parce que si tu veux, à l'époque. Même à la télé, hein. Oui, bien sûr. oui. Parce que ce qui a évolué par rapport à la télé, c'est qu'aujourd'hui, on a la télé par Internet qui passe en priorité. Ouais. Alors qu'à l'époque, c'était le câblage hertzien classique, tu vois. Donc, récupérer des données à partir d'un réseau cuivre câblé hertzien, c'était pas nécessairement possible. Maintenant qu'on est sur littéralement des mini-ordinateurs qui envoient la télé, bah, évidemment, ils récupèrent aussi des données. Donc en fait, c'est plus une question de se dire, bah, tout ce débat sur comment on récupère nos données, comment on contrôle nos données, il faut aussi considérer que la télé fait partie de ça. Ah ouais, Au c'est lieu vrai de que se c'était dire, pas une tu vois, évidence du tout C'est ça, avant. c'est qu'on a l'habitude que la télé, ce soit juste le truc que tu branches, tu le lances. C'est la et, TNT, machin truc, on voilà, s'en c'est fout. ça. Et les basta, gens quoi. qui sont contrôlés, c'est les gars de Médiamétrie qui ont un boîtier spécifique ou des trucs comme ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est Non, plus du tout tout le cas. le monde. On a tous un boîtier intelligent en fait pour la télé. Même si on s'en rend pas compte, notre boîtier est ultra intelligent, c'est exactement qui on est. Voire on lui donne des données, parce qu'on crée des profils pour les enfants, on crée des profils pour les trucs. Ils savent pertinemment ce qu'on regarde. Donc voilà, ça va dans l'évolution de. Il faut vraiment qu'on prenne conscience des données qu'on donne à toutes les plateformes, tout bêtement. Il y aura un super sujet, il me semble, jeudi, hein, d'ailleurs, sur l'ensemble de ces choses, les données récupérées, etc., etc. Donc vous pourrez bien vous chauffer un jeudi, on va faire ça juste rapidement. Toi, K.O., toi qui regardes encore beaucoup la télé, Oui. tu préférais des pubs ciblées ou tu préférais les pubs comme elles sont actuellement, à savoir la lessive, le chat, que tu Comme elles utilises sont jamais? actuellement. Oh. Je suis vieux jeu, mais pour le coup, les C'est pubs trop ciblées, on en mignon. a déjà assez. Vraiment, on est soit 50% du temps sur le PC, soit dans le lit. Donc bon, ça suffit entièrement. On a notre téléphone. Ça commence vraiment à être de plus en plus anxiogène, on va dire. Et ça donne pas envie, forcément, de rester sur ce genre de support. On voit, hein, tout le monde ne vit pas la pub, évidemment. Pareil, avez-vous déjà été influencé par la publicité, hein, les réponses diverses et variées sont justement ici. Évidemment, un grand nombre de personnes répondent que non, évidemment, jamais ils n'ont été influencés par la publicité, ce qui prouve justement le contraire. Et c'est ça qui est Désolé, les vraiment pubs Silvercrest, là, pour merveilleux. le truc vapeur, ça marche, hein. C'est Je suis Des sûre qu'ils pubs. mentent. je Ils n'ont même pas besoin de pub. Ouais, ça, ils sont pas je pubs. défends vraiment la théorie qu'il est impossible de ne pas De pas être avoir influencé, été bien sûr. influencé par la publicité. C'est impossible. Ou alors il faut vivre dans une yourte Non, c'est ça. Ce en business dehors de la ne serait société. pas aussi gros et n'aurait pas duré Ouais. aussi longtemps s'il ne marchait pas. Impossible. Ils Tout mettraient bête. pas autant Impossible. d'argent dedans. hein, Enfin, C'est vraiment. impossible. Tous ceux qui répondent non sont des mythos. Non, c'est pas des Non, mythos. C'est pas des C'est mythos. des gens qui Disons vont les termes. Internet, des mythos. Non. Vous êtes des mythos, vous Non. êtes 38%, on Non. vous voit, bande de mythos. C'est pire que ça. C'est pas, Ah ouais, c'est pas des mythos. C'est des gens chez qui justement la pub marche ultra bien. Ouais. Oui. Parce qu'ils n'ont même pas Ils sont dans le confiance. oui. Tellement bien Ils qu'ils n'ont n'ont même conscience, pas quoi. confiance d'être influencés de quelque façon que ce soit. Donc c'est justement incroyablement efficace et super, super pratique. Et même les personnes fauchées, je vous assure, consomment et choisissent tel ou tel produit parce que Leclerc c'est moins cher ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Et c'est Je faux. vous assure. Hein Quoi? J'ai dit que c'était faux. En plus c'est faux, oui, j'avoue c'est complètement faux. Bah, sauf pour les jeux vidéo. Voilà pour voilà en tout cas pour ce sujet. C'est moi le mytho, me dit-on dans le chat. C'est un sujet qui vous passionne. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce débat avec vous. On en rediscutera jeudi avec Jean, il me semble, en régie, hein, c'est ça? Il viendra. On verra, d'accord. On verra. Ah ouais, Oula, d'accord. il est pas sûr. Il est pas sûr. Ah, c'est parce que de. Moi, j'annonce plus rien hein, parce que. On stoppe les teasings. Il y a tout ce qui- Ken. on stoppe tous les teasings. On va parler un peu d'Electronic Arts et de Call of Call of Duty. Tout à fait. Eh oui. Andrew Wilson, le CEO d'Electronic Arts, a déclaré durant une petite sauterie chez Goldman Sachs que lui, ça l'arrangerait vraiment pas mal que Call of Duty soit une exclusivité Microsoft. Alors, il faut savoir que nous, on en discute ici, mais même dans les grands groupes qui touchent beaucoup d'argent grâce aux jeux à 80
€, ça discute pas mal aussi de sujets Twitter de société. Ça met des likes, ça fait des RT quotes, etc. Voire même, il y a des trolls chez les riches. Il y a des trolls C'est chez dingue. les riches. Incroyable. Mais bref. Incroyable. Et je dirais que Andrew Wilson, eh bien, est pas mal. Évidemment, interviewé par un journaliste présent à la soirée pour recueillir un tout petit peu les ambiances. Alors, quel a été ton bonus en cette fin d'année? Oh, écoute, un peu moins bien, juste 3 milliards, c'est zéro. Oh. Eh bien, ils ont quand même déclaré, on est désolé. On est désolé, c'est vrai que le dernier Battlefield n'était pas à la hauteur des attentes des joueurs. Donc ça, ouais. c'est quand même... on balaye devant sa Ça porte. fait à peu près 3 épisodes qui disent ça Voilà. à chaque. Tous les chaque truc, Battlefield ouais. qui marchent Du coup, pas, on n'a pas compris. Battlefield V à côté est plutôt ok, quoi. Oui, c'est Parce que vrai. les gens préféraient retourner sur C'est vrai. l'ancien que le dernier. Et il a déclaré juste ensuite, mais pour cette histoire de Call of Duty, j'avoue que Call of Duty exclusif Xbox, nous, ça nous arrangerait bien parce que ça permettrait d'avoir peut-être un peu plus de place pour briller chez PlayStation. Derrière ça, il y a quand même un aveu que Call of Duty prend énormément de parts de marché aux joueurs Battlefield et que Electronic Arts n'arrive pas vraiment à se battre directement face à Activision sur ces derrière Call of. Ça reste quand même reconnu ici et ce que nous on peut prendre pour personnellement en tant que joueur, ça m'arrange ou ça m'arrange pas que les jeux soient exclusifs, blablabla, blablabla. Eh bien d'un point de vue business, on n'en a pas pour beaucoup parlé, mais l'exclusivité d'un Call of Duty sur une plateforme, enfin bon après c'est Microsoft donc c'est quand même dispo sur beaucoup de plateformes, mais ça arrangerait pas mal de monde au Taxou. Oui et non, parce que ce qui m'amuse avec Andrew Wilson, c'est qu'il a l'air d'avoir un peu la mémoire courte, puisque la période, on l'oublie, la période PS3, Xbox 360, les jeux Call of Duty étaient quelque part indiqués comme Xbox First, tu vois, et c'est sur la génération PS4 que Sony a récupéré tout le marketing autour des jeux Call of. À l'époque, c'était dans les conférences Xbox que tu voyais le dernier Call of, tu vois. Il C'est était vrai. vraiment indiqué Xbox, même les compétitions étaient sur Xbox, etc., etc. Et c'est à cette époque-là que BF avait essayé justement de se placer un petit peu plus chez Sony pour tenter de jouer le truc. Ça n'avait pas marché non plus. Ce qui marche, c'est d'avoir des bons jeux, en fait. C'est pas C'est ce que j'allais dire, ouais. pas faux. Chaos, là, parce que c'est c'est- terrible comme punchline. C'est un aveu de faiblesse, en Ouais. fait, tout simplement. Ouais. C'est triste. Enfin, son jeu, bon, il est pas dingue, mais il faut juste qu'il l'avoue, parce que le précédent a très bien marché. Et les anciens, bah voilà, c'est pas Call of qui vraiment mettait, on va dire, des bâtons dans les roues. Il y a toujours eu un public qui est conséquent sur Call of, et il y a toujours eu le public de Battlefield. Ouais. Donc, Non mais là c'est même encore pire que ça parce que dans les faits bon voilà on a vu Il était bourré, non Battlefield qui est maintenant nommé je sais pas. Battlefield Attends, parce que 2077. Pardon. Pardon. Non t'inquiète. Pardon. Mais du coup ouais, le Battlefield qui est sorti est juste bon bah on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Mais là où il y a un véritable aveu de faiblesse, c'est le fait de nous dire qu'aujourd'hui ils sont en train d'investir et travailler sur un nouveau Battlefield qui va se focus sur le lore avec potentiellement une campagne. Et derrière les entendre dire ce genre de choses, ça veut dire est-ce que vous croyez vraiment à votre produit pour que Ouais. vous vouliez le placer de cette manière? C'est là où en fait ça me fait même peur pour l'avenir de C'est Battlefield, triste, là où ouais. ils sont en train de mettre la sauce à fond en mode les gars on va revenir plus fort. Ils sont en train de trouver des justifications autre part. Et Ouais, c'est ça. ça n'a aucun sens. Et du coup, ils perdent leur communauté, Ouais. mais c'est de leur faute en fait. Moi, j'étais de l'école Battlefield plutôt que Call of Duty. Je préférais ce côté un peu massif, tu vois, genre ça a bercé mon enfance. S'ils m'ont perdu, c'est juste parce qu'eux, dans le jeu, dans le gameplay, dans la manière de développer, de sortir des jeux qui sont mi-cuits avec le cœur qui coule, tu vois. Ils ont perdu du monde. Et alors, à côté de ça, Call of Duty a commencé à développer des trucs qui parlaient un petit peu plus aux joueurs de BF. Ouais. Donc, C'est vrai en plus. c'est de leur faute et je trouve ça triste qu'ils ne l'admettent pas en fait et qu'ils se disent ah mais c'est parce qu'il y a la concurrence de l'autre. Non, Non, oui, non, c'est c'est pas. Halo en fait. tu n'as pas respecté Battlefield sur ces 3 Alors- derniers épisodes. Ils deviennent bons quand il y a 14 000 mises à jour, mais c'est trop tard, L'excuse quoi. officielle donnée est nous n'avons pas compris les attentes des joueurs. Ce qui est en fait une communication qui remet un peu la faute sur les joueurs plus que sur eux et les choix qu'ils ont fait. Je Et sur trouve, Halo hein. aussi, t'as oublié. Et sur Parce Halo. que c'est la faute de Halo Infinite qui n'est toujours pas Bah, bien sûr, complètement ouais. sorti, mais c'est à cause de lui parce qu'il est sorti en accès. Lui enfin, aussi, son c'est un multi en mi-cuit accès qui plaît pas anticipé. forcément aux communautés, donc c'est pas le bon exemple à comparer. Ça va avoir le même destin, un peu de choses près pour l'instant. donc, C'est un peu ça. Alors, des messages terribles hein, sur le chat. Hein,
entre 2 ou 3 partages des influenceurs favoris des personnes qui regardent cette émission. Certains disent ce serait quand même terrible, même si j'aime pas trop PlayStation. Obliger les joueurs Play à jouer à Battlefield, ça serait quand même vraiment dégueulasse. Tu passes d'un code à ça, enfin. Ouais. Non mais puis Après. l'écosystème PlayStation, c'est beaucoup de joueurs Ça code reste- aussi. Oui, donc c'est vrai, c'est ça pour ça, reste c'est du pour gros ça, troll, c'est quand dur. même. Après, en vrai, j'y crois pas du tout pour une Non, exclu, non. parce qu'ils ont racheté Minecraft, ils l'ont pas rendu exclusif, même sur console ou quoi. Ouais. C'est une poule aux œufs d'or comme pas permis, au point que, en fait, si tu le rendais exclusif, tu perdrais de l'argent. Ils n'ont pas nécessairement intérêt à vendre leur console parce que ce qui les intéresse, c'est le Game Pass. Je vois pas exactement. Non mais ils comptent pas le faire. De toute façon, pense pas, ça fait un moment et justement, je les trouve très très smart Microsoft de ce point de vue-là, de tendre les bras un petit peu à tout le monde, à Nintendo, à machin. Je vous fais des clins d'œil, je vous dis que moi je suis ouvert, que je rêve d'un monde où on travaille tous ensemble en se faisant des petits voilà. Et je rêve d'une monde qui me pilote. Toi, t'es trop influencé par les pubs Polo, c'est très très dangereux. Attention Ouais. à toi. J'espère que t'as pas voté non, mytho. Non, mytho. Non, mais je sais plus ce que je disais, mais voilà. Tu disais. Ils sont intelligents dans leur que- manière ouais. de Oui, s'ouvrir. Microsoft, c'est il prend très bien, C'est ouais. bien ouvert et justement, on sait très bien que Microsoft ne commettrait pas cette erreur fatidique d'incarner un petit peu le nouveau grand méchant de l'industrie en mode j'ai tout racheté et puis j'ai tout gardé pour moi et puis maintenant vous êtes obligé d'avoir que des trucs différents. D'autant que le bénéfice est incroyable. Rendez-vous Ah oui. compte, le fait que Activision soit absorbé par Microsoft, ça signifie que Call of Duty, quoi qu'il arrive, il est dispo Day One sur le Game, Sur le Game Pass. Pass. Et c'est ça Donc qui les si intéresse. les joueurs PlayStation ont envie de payer 80 balles pour rien et des Season Pass en plus, mais grand bien leur face, payez les frères. Je vous offre les jeux. Mais, enfin, je serais CEO, je le ferais. Et limite, je serais CEO, enfin, je serais PlayStation, j'empêcherais limite Call of Duty de venir sur ma plateforme. On va se faire engueuler. Non mais tant, c'est insolent, c'est insultant, insolent. c'est insultant de ouf. T'as une plateforme sur le jeu, il est dans un abonnement à 12 balles, et t'as l'autre plateforme, le jeu il est à 80 € mais- sans le Season Pass. Peut-être qu'on va te dire voilà. ouais, mais moi tu le payes 80 €, mais il est à toi pour toujours. Ouais, C'est ça. bah, super, à toujours. Mais ça, non. c'est un peu le. On va- discours des on joueurs. va- Enfin, jusqu'à l'année prochaine, mais t'as Oui, vu, c'est c'est ça. On verra dans un des sujets hier que c'est pas à vous pour toujours. Non. D'ailleurs, Non, clairement pas. le 25 octobre prochain, tout ce qui était à vous, d'ailleurs, sur Wii U et 3DS, se rend bientôt plus du tout à Ah, la vous. vache, oui. Donc, Mais tout notez ça, bien justement, que... ça souligne, je trouve, que le cas Call of Duty souligne très bien ce qu'avait déclaré Microsoft à l'époque de lancer le Game Pass, etc. Leurs concurrents, c'est Apple et Google. C'est ça. C'est ça. Point. Exactement. Donc Ils le sont pas multi sur sur le une même, console où ils sont déjà dans la stratosphère, ils s'en fichent, quoi. Complètement. Voilà, et donc, bon, on sait qu'en plus, Electronic Arts est sous les coups d'énormément de lumière et de regard pour peut-être être eux aussi absorbés. Enfin, c'est terrible à quel point tout va trop vite. Les grands groupes, La les grands GAFAM consolidation des ont marchés. besoin de se Consolidation des consolider. marchés, ouais. C'est ça, le jeu vidéo, le cinéma, les séries, ça devient tellement gros que tout le monde veut se placer énormément là-dessus. On verra, en tout cas, sachez que vous autres, un joueur de Call of Duty, à mon avis, vous pourrez jouer, je pense, quasiment tout le temps sur à peu près toutes les plateformes. On va parler un peu de PlayStation, qui, vous savez, récemment a dû augmenter le prix de sa PlayStation 5 à cause de coûts de production vraiment trop importants, acheminement, etc. etc. C'est vrai que c'est compliqué. Il faut bien comprendre que quand tu as une boîte de machines qui est grande comme ça, évidemment, pour en stocker des millions, ça coûte aussi des fortunes. Et du coup, ils ont du mal à s'en sortir. Tellement du mal à s'en sortir qu'ils essayent évidemment de miniaturiser le plus rapidement possible leur machine. Et c'est Tom Henderson de Game Insiders qui a rapporté quelques informations sur la future PlayStation 5. Pour lui, le châssis est déjà designé et les productions devraient être acheminées à partir de 2023 pour ce qu'il semblerait être une PlayStation 5 Slim. Je sais qu'on a beaucoup lu de PS5 Pro sur tous les internets de l'histoire de l'univers. Non. Je suis allé vérifier, il n'y a pas d'infos Pro. particulières sur une Pro. Non. Il y a des infos sur une Slim. Pourquoi est-ce qu'il y a des infos sur une Slim ? Parce que c'est primordial. Bah ouais. C'est primordial pour Sony PlayStation de réduire sa machine et de réduire son coût de production. Cette Slim aurait donc un châssis qui permettrait d'être produit plus rapidement. On parle de 18 millions d'exemplaires produits contre 12 millions de la première machine. Et surtout, pour réduire grandement les coûts de prod, 2 versions de la machine seraient produites, mais vraiment
2 versions quasiment identiques. Pour cela, Sony arriverait à mettre un lecteur Blu-ray Ultra HD externe Extérieur. à la console, comme le HD DVD était externe à la Xbox 360 à l'époque. Ainsi, vous pourriez avoir votre PS5 Slim qui, de toute façon, est sans lecteur, quoi qu'il arrive, et acheter une version, un pack avec le lecteur Blu-ray derrière, si vous voulez vraiment jouer encore sur des galettes qui permettent d'installer le jeu. Ça sera très probablement le choix d'ailleurs fait par Sony, car on va être très clair, on ne croit plus trop à la vente physique de jeux d'ici quelques années, ou en tout cas vraiment pour faire plaisir à ceux qui s'offrent peut-être des cadeaux ou à quelques rares personnes qui veulent encore fonctionner sur le marché de l'occasion. Mais on voit un peu partout toutes les boutiques d'occasion mourir les unes après les autres. Première question que je vais vous poser à vous dans le chat, évidemment, avant qu'on interroge tout le monde. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée d'une PlayStation 5 avec un lecteur Blu-ray détachable? Voilà, ça c'est vraiment une question. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? En tout cas, sachez que la taille de la console pourrait être réduite de 30%. Voilà, sa consommation pourrait être elle aussi réduite d'une vingtaine de pourcents. Le coût de production serait évidemment bien moindre, et on pourrait peut-être arriver enfin à une PlayStation 5 à 400 € entrée de gamme sans lecteur de Blu-ray. Caro, je me retourne vers toi sur cette PlayStation 5. Tu n'en as toujours pas une? Non. D'accord. Et je vais vraiment t'emprunter la tienne. Wow, bah, let's go. Alors, faudra la dépoussiérer un Y a peu. pas de souci, y a pas de Mais, souci. Mais enfin voilà, il commence à balancer des idées pour la Slim, mais il y en a déjà même pas assez à vendre, donc c'est un peu compliqué quoi. Alors ça leur Mais après, permettrait, c'est sûr. ça leur permettrait de produire Oui, plus. c'est Ça sûr. résout Dans tous les production, coût de prod. C'est vraiment. Mais il faut attendre 2023. On a des belles sorties qui arrivent à la fin d'année, donc ça nous fait encore un peu d'attente pour les joueurs, malheureusement. Alors à moins que de se procurer une PS5 à prix très coûtant. Après c'est moins cher chez Leclerc visiblement, donc bon, let's go. Mais c'est, mais franchement c'est un peu embêtant. Je sais pas. 50... Ils auraient peut-être dû lancer ça avant quand ils se sont rendus compte que forcément c'était un peu la merde. Mais après peut-être que je. Ah ben complètement. 50-50 dans le chat entre pour ou contre l'idée du lecteur détachable. Otaksu, c'est un impératif pour Sony, ils sont obligés de passer par là, mais à ce moment-là, cette PS5 est juste sortie beaucoup trop tôt alors. Non, je pense pas qu'elle soit sortie trop tôt. Je pense en fait que c'est une réponse à l'évolution du marché, parce que en fait le problème qu'on a avec, justement, t'en parlais, ce passage un petit peu au tout des maths, quelque part au numérique, on sait que petit à petit la balance penche de l'un côté vers l'autre. À la base, on avait beaucoup plus de joueurs qui dépensaient en physique, qui achetaient leurs jeux physiquement, avec une petite tranche, je vais inventer des chiffres, 15% on va dire, qui était numérique. Là on commence à aller sur le 50, il y a un gros shift. Il y a un shift qui se prépare. Quand tu es dans un marché avec un shift pareil, tu ne peux pas faire de grosses décisions. J'ai shifté personnellement. Moi aussi, complètement. T'as shifté toi aussi? Ah, mais moi je suis full des maths. Tous les deux, on est des gros collectionneurs, rétro gaming et tout. Le physique, c'est quelque chose qui compte beaucoup. On a tout shifté. Mais j'ai shifté à la minute où je devais déménager tous les ans, en fait. Voilà. Un déménagement aussi, ça m'a fait shifter. Ah, mais littéralement tout. Tout, bouquin, même manga, la Switch. Film, Switch. Et manga, pareil, je suis passé en démat. Mais c'est pour ça que le lecteur, ça me plairait, parce que sur ma PS4, je regardais mes films. Ouais, moi, le lecteur bien. me plairait pour une raison très très simple, c'est juste en tant que consommateur. C'est ça, ouais. Quand tu veux pas payer ton jeu 80 balles, il y a un moment où le physique chez Amazon coûte généralement moins cher que le reste. Sur des jeux où je suis curieux, mais je suis pas sûr d'y jouer, là, je vais pas full démat, je vais potentiellement prendre le physique et le filer à un pote après ou un truc comme ça. Là, j'ai besoin de mon lecteur. Si j'ai pris ma PS5 avec un lecteur cette année, c'est juste pour 1 ou 2 jeux où je savais que je serais tenté, mais voilà quoi. Mais tout le reste, tous les jeux que j'utilise constamment, full démat. Et 0 jeu physique PS5 actuellement. Et bon, alors j'entends les gens qui disent c'est vrai, c'est moins cher en physique. Les jeux vidéo sont moins chers en physique si vous achetez One. C'est 100% vrai, vous avez raison. Sauf évidemment si vous êtes un consommateur Xbox, à ce moment-là, vos jeux ils sont sur le Game Pass Day One, donc la plupart du temps c'est quand même vachement moins cher. Et les joueurs PC payent de base leurs jeux moins chers en dématérialisé aussi. Et même maintenant sur Switch, qui, je vous rappelle, a les jeux neufs 20 € moins chers que les consoles nouvelle génération de base, c'est 60 € contre 80.
en dématérialisé avec heureusement, les quoi, offres hein, d'abonnement, c'est pas les mêmes jeux, c'est quasiment le prix des Mac. Donc les prix des maths descendent quand même beaucoup. Lox, je vais poser une question qu'on va poser aussi au chat. Est-ce que tu serais prête à payer une PS5 sans lecteur physique Non. moins cher? D'accord. Toi, il te C'est faut très simple. absolument le lecteur physique. Ah, par contre, moi, ouais, ça, je suis choquée que vous vous débarrassiez des trucs parce que même moi, qui me considère pas aussi collectionneuse que vous, je ne peux pas accepter, en fait, sur certains titres ou certaines choses, de me débarrasser de ce truc en physique. Genre un jeu que je veux vraiment et que j'aime particulièrement. Là, demain, il y a un Sly Cooper qui sort. Je compte bien avoir ma jaquette de Sly Cooper, en fait. Il est hors de question que j'achète ce jeu en démat. Donc c'est pour ça que je suis assez surprise. Mais du coup, je fais des choix, tu vois. Genre, arrête, Polo, de dire il sortira jamais. Achète juste la jaquette alors, parce que le jeu en lui-même il sert à rien. C'est juste un truc que tu installes et ensuite c'est une mais clé je de veux boot. la jaquette. C'est le problème, c'est Je que le jeu collectionne la physique jaquette. lui-même n'existe plus. Mais quoi. du coup, ça s'achète pas tout seul une jaquette. Ah, franchement, tu la Oh, voles. je fais une Tu la imprimante, voles je dans un volée. Micromania. C'est bon. Bah Tu veux oui, juste bah la oui, jaquette t'as du vu jeu. ma tête, je vais essayer de voler dans les C'est magasins. toi, c'est quand dans. même. c'est- Déjà que Mais je peux n'importe contrôler à la quoi. caisse sans voler, Non, mais- donc. Tu sais, à la Fnac, ils ont les jeux exposés, mais ils ont jamais le CD dedans Non, pour non, les mais je fais techniques. pas ça, Tu mais prends ça la va pas bien. jaquette et Week-end, tu te barres. week-end de Ça dérangera personne, t'inquiète pas. Mais jamais de la vie, je fais ça, mais vous êtes fous. Non, mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui évolue avec le numérique et qui évolue avec le marché aujourd'hui. C'est aussi le concept du Day One. J'ai l'impression que de moins en moins, les joueurs sont fixés sur le Day One et auquel cas on est C'est pas ce que attiré disent les par, chiffres, ouais. malheureusement. C'est pas Et ce que disent les chiffres. Je pense que ça Je évolue pense que un les peu joueurs quand même. éveillés, oui, par contre, le Avec grand le Game public. Pass, Ouais. avec le PlayStation Plus, des trucs La comme ça, première tu vois. semaine compte vraiment beaucoup, hein, quand même, Ouais, pour ouais, le ouais, grand bien sûr. public. Mais je Vraiment pense pas qu'il y a une. Quand on va évoluer, parce que tout le marché évolue vers l'idée de. On a les joueurs hardcore nous en sommes autour de cette table, et le cloud, le truc comme ça, va essayer d'aller chercher les casus du mobile ou des trucs comme ça, de les faire mettre sur des, entre guillemets, des vrais jeux. Et je pense que ces gens-là, quand ils vont prendre, parce qu'ils restent bien plus nombreux que nous, quand ils vont prendre le truc, je pense qu'ils vont s'en foutre complètement de la sortie. Ce qui les intéresse, c'est le catalogue. Alors, en fait. c'est C'est là où peut-être une ça version paraît full très clair. numérique. Franchement, là, on pose la question au chat. 77% des gens répondent non, je ne suis pas prêt à payer moins cher une console sans le lecteur. Je veux un lecteur pour ma PlayStation 5. Et c'est ouf parce qu'il y a une véritable... je sais pas comment dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a deux groupes qui s'opposent complètement. On a une majorité de joueurs PC ici qui nous regardent sur le stream, qui jouent en démat à l'infini. Et dès qu'on parle de console de jeu, ah non, je veux pas jouer en démat, je veux pouvoir revendre mes jeux, c'est les tarifs, aussi, c'est en fait, débile. Les tarifs, parce que c'est Steam, d'accord, les tarifs, Steam c'est débile. évidemment, tu vois. D'accord. Sur PC, en fait, à l'époque, parce que je m'en souviens. Mais sur PC, le problème de ne pas pouvoir revendre ton jeu n'est même pas évoqué à à l'époque, il y a eu- aucun Ah moment. Non, t'es fou. À l'époque, il y a eu Oui, c'est ça. gros moment. C'est des débats À il y a l'époque 10 ans, ça. Half-Life 2, quand c'était ils des forçaient débats, ça, 20 l'installation ans. Steam, et laisse tomber, 20 ça a ans. été un bordel monstre. Sauf que ça a été un bordel un an avant que Steam fasse. Bah en fait, tu vois le jeu que tu payes 50 balles, bah là c'est 30. Tu viens? Bah, ok, j'arrive. Et voilà quoi, tu vois. Ça a changé juste comme ça. Par contre, aujourd'hui, les boutiques consoles démat ne font pas cet effort-là. Un jeu PlayStation qui sort en démat, tu gagnes quoi, 5-10 balles par rapport à la version boîte. Donc autant avoir la version boîte en fait. Tu vois. Et encore, c'est si tu la payes plein pot, parce que justement, c'est les Leclerc, les Ouais, à l'époque PS4, les c'est ce grands que je faisais. distributeurs, vu que c'est un produit d'appel pour eux, ils veulent que tu prennes leurs jeux vidéo juste pour que tu puisses aller dépenser sur les trucs. Alors, tu t'achètes les tomates où là on se fait le vrai bénéfice. C'est vrai. Ils s'en foutent de leur prix. Ouais. Bah, forcément, quoi, tu vois. Tu gagnes sur console à payer physiquement et tu payes 4 fois moins cher. Soso dans le chat pose la question, est-ce que vous Net. achetez des albums en physique? Je suis sûr que certains... j'achète Je suis sûr que certains le vinyle font aussi. encore. Certains le font encore. Non, mais c'est pour même le plus coup, que Des connaisseurs, oui, bien c'est comme sûr. pour le coup, enfin, j'ai. Non, mais par contre, il y a une j'ai vraie ce côté diffé- très nostalgique, c'est que Oui. sur mon PC, sur ma tour, j'ai un lecteur. Non, mais Oh, d'accord. t'es trop forte. Pour, Let's go. pour moi, l'exemple du CD est un très mauvais exemple parce que... Graveur. Hein? Tu te rappelles de l'époque du grave? Ouais, mais en fait, le CD a une véritable bonne qualité de son, là où en dématérialisé MP3, vous avez une qualité de son compressée qui est souvent moindre, à moins que vous passiez par Qobuz et des trucs lossless Ouais, Du coup, en infinis. vinyle, t'as Voilà. encore un meilleur Voilà. pressage que Et sur un en CD. vinyle, Oui. voilà, la qualité de son est différente. Bah oui. En jeu vidéo, que vous achetiez une galette ou que vous téléchargez votre jeu sur Internet, il n'y a C'est le- aucune différence c'est en vrai. termes de qualité de jeu. De toute façon, vous jouez au jeu téléchargé. C'est la même chose. Et à l'époque des consoles
cartouche, tu avais au moins l'idée que tu conservais le jeu vidéo en tant qu'histoire, quelque part. Alors qu'aujourd'hui, en fait, sur la galette, t'as même pas la moitié du jeu que tu dois télécharger quand tu mets la galette, quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que tu parles de gerbe, je suis désolée. Pardon. C'est vrai. Hein. Désolée. Sur le CD du jeu, du coup, tu n'as pas la moitié, tu dois télécharger le contenu, et quoi qu'il arrive, même si dans 10 ans, tu récupères ta console, tu veux mettre le jeu, s'il te manque un patch et qu'ils ont fermé les serveurs, tu lanceras jamais le jeu. Bah non. C'est plus la même chose, en fait. En tout cas, la raison principale évoquée dans le chat, c'est en effet pour faire des économies. Et là, je vous rejoins complètement. L'exemple pris par Huraken Céleste qui dit: j'ai précommandé à Auchan God of War Ragnarok 52 €. Soit dit en passant, on pourra avoir le débat infini de cette possibilité, mais voilà, c'est ok, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai, 52 € God of War Ragnarok chez quasiment Auchan. la moitié du prix C'est 28 € moins cher que de le précommander en dématérialisé sur le store de la PlayStation 5. Partant de là, si tu achètes beaucoup de jeux, tu mets 28 € plus 28 €, tu arrives vite aux 100 € de différence qu'il y a entre ta version démat et pas démat. Et en plus de ça, il a acheté 50 €, mais il va très probablement pouvoir le revendre, 35, 40, si jamais il le termine derrière. Moi, je trouve que revendre des jeux, tu vois, ça t'empêche de pouvoir les refaire, c'est un peu dommage, mais... Tu vois, si tu... C'est pas que c'est dommage, c'est que quand on revendait nos jeux à l'époque, c'était parce qu'on n'avait pas les thunes. Mais c'est ça, c'est ça. On a grandi, on a un pouvoir d'achat. Il y a aussi ça de différent, tu vois. Pour moi, la surtaxe numérique, dans ma tête, je la randomise en me disant, c'est la taxe de je n'ai pas à lever mon cul pour mettre la galette et l'enlever à chaque fois que je veux changer de jeu, sachant qu'en fait, j'utilise ma PS5 comme un serveur de cloud gaming. Donc du coup, je peux y accéder sur ça, sur mon téléphone surtout. Donc c'est pour ça aussi que j'ai été poussé vers le numérique, c'est que ça me permet d'avoir, ce qui est normalement l'intérêt du numérique, une facilité d'usage sur plein d'autres trucs en fait, quoi, tu vois. Ça parle aussi de l'avantage de pouvoir prêter son jeu à des amis, chose qui avait fait, vous savez, scandale à l'époque du DRM de la Xbox One. Aujourd'hui, secret de Polichinelle, vous passez vos codes Canal et vous prêtez vos jeux à vos amis aussi, vous savez. Donc il n'y a pas vraiment... on peut prêter un jeu en démat, c'est possible, tu vois. En fait, tu prêtes plus un jeu, tu prêtes un compte. Voilà, c'est ça. Tu prêtes un compte à un pote. Franchement, vous avez jamais fait ça? C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. Tu donnes pas les mêmes accès quand tu donnais juste une jaquette avec. C'est pas pareil parce que là, il y a ta carte bancaire, il y a tout ce qui. Ouais, mais attends, tu choisis bien tes potes là, en fait. C'est ça qu'on n'en a pas beaucoup. Prête-moi à nos potes, du coup. J'en ai prêté des jeux à mes potes quand j'étais ado. J'en ai revu que la moitié. Et moi aussi. Il y a une fois, j'ai dû aller mettre un coup de pression avec la daronne chez un de mes camarades de classe pour qu'il me rende mon Dragon Ball Fan About, parce qu'il ne me le rapportait jamais. Non, là il t'a fait un grand service, pas c'est vrai. Mais moi j'aimais Dragon Ball Final Bot parce que je regardais la scène d'intro à chaque fois. Je cherche toujours mes manettes Wii. Oh non. Voilà. Attends. Solène, si tu regardes ce stream, rends-les-moi. Parce qu'elle te les a volées. Oui, mais j'ai jamais rendu. Ah oui, parce que non, mais tu lui avais prêté. Oui, parce que tu m'as dit que tu cherches encore. Et oui, non, mais elles sont prêtées, tu vois. Mais après, voilà. Non, tu me les as jamais prêtées. Bref, on s'en fout. On a les modes familiales aussi qui se démocratisent. Donc ça, le prêter, c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, faut se dire que si tu te débrouilles bien et que vous avez une famille soudée, vous pouvez vraiment payer vos jeux à plusieurs. Souvenez-vous d'un truc, parce que ça me fait marrer quand même. Aujourd'hui, on en parle, mais souvenez-vous de l'annonce de la Xbox One à l'époque. Ah ouais, c'est scandale. C'était un scandale fou, alors que ce qu'il proposait, c'était la revente des jeux numériques et c'était la possibilité de faire un partage familial. Oui, c'est vrai. Ce dont on a envie aujourd'hui. Ouais. Comme quoi, en fait, c'est juste le public qui, petit à petit, passe en numérique, commence à voir le truc, mais à l'époque, il n'était pas prêt. En tout cas, pour le moment, je comprends parfaitement le chat. On ne veut pas payer nos consoles moins chères sans lecteur parce que derrière... On sait pertinemment que c'est pour nous la mettre. Bien sûr. Il existe pourtant un monde merveilleux où on est en dématérialisé depuis longtemps et on n'essaye pas de vous la mettre. Mais bon, ça, chacun évidemment son église. Nous continuons avec la première chronique. Merci à tous d'avoir répondu aussi vivement à ce sujet qui vous passionne. Et ça me passionne quand ça vous passionne. On va parler Oddworld, série culte avec Otaksu. C'est parti.
Incroyable, c'est la chronique. Alors, Oddworld, l'Odyssée de Abby ou Abbé. T'avais dit comment Abbé Abbé, l'abbé Pierre. Comme AB1. L'Odyssée Comme de AB1, comme AB Télévision, AB Prod. L'Odyssée d'AB Prod. J'adore défoncer les noms. Je m'en excuse. Oui, non, Oddworld, l'Odyssée d'Abe, théoriquement, ou Abe's Odyssey pour les anglophones. Un jeu qui est sorti en fait il y a 25 ans, le 18 septembre 97 sur PlayStation très précisément. Pour beaucoup, c'est en fait les premiers souvenirs de la PS1. Est-ce que c'est le cas du coup autour du plateau? Est-ce que vous avez connu Abe à la grande époque? Ah oui, ça. Mais je favoris PS1. Par contre, jamais joué l'Odyssée, j'ai joué l'Exode. Il y avait Beaucoup de gens fait sont comme le ça, qui est le gameplay bien plus adapté à la PlayStation que l'avait l'Odyssée. C'est un jeu très PC pensé à la base. Un petit peu, ouais, qui fait un petit peu penser aux Lemmings, je trouve. D'ailleurs, Lox, est-ce que toi tu as connu du coup J'ai connu. J'avais pas terminé. C'était vraiment un jeu. Je l'avais touché parce que un cousin À notre l'avait. époque, c'est Que comme voilà. ça. Oui, voilà. C'était l'époque. On prêtait les Donc, jeux. Quoi. On squattait les consoles Ouais, aussi. voilà. Il y avait des deux. Il y avait vraiment On des allait deux chez les pour le cousins, coup. le grand cousin nous laissait C'est ça, regarder c'est ça. éventuellement. Ouais, je squattais tout le temps chez ma grand-mère. Par chance, il y avait deux maisons en même temps. Et moi, j'allais en bas, je jouais beaucoup. Donc j'ai découvert comme ça et je le trouvais. C'est trop bizarre, genre je le trouvais dégueulasse, tu vois. Je le trouvais sale et malaisant. Ouais. Et pourtant, j'y jouais quand même. Ce qui n'a aucun sens. Et vraiment, j'étais là. Et tu sais, parce que t'as un univers sonore aussi quand même qui est assez propre au titre. Et moi, je me souviens d'avoir ce truc de... tu vois, genre en mode limite, qui me dégoûte. Et je continuais quand même. Je jouais et c'était normal. Mais Il y a eu du trash rigolo dans le jeu. C'est complètement voulu, exactement. On va en parler. Kao, toi, du coup, t'as des souvenirs avec la Non, licence? Pas mes du tout. frères n'y ont pas du tout joué. Et j'avais peur de la jaquette. Ah mais tu as ouais. connu, Ah ouais, t'avais peur mais de la c'est le jaquette. cousin de Crazy Alors, Frog un peu. Mais j'aime pas du tout. Moi aussi à l'époque, Ah la ouais. jaquette c'était un peu genre c'est bizarre, tu vois, parce qu'on avait l'habitude justement des jeux très colorés, des Ouais. Mario, des trucs comme ça. C'est vrai. La PS1 est arrivée justement avec des choses assez différentes. Alors justement, moi si on en parle aujourd'hui, et c'est Paul qui m'a posé la question, c'est pourquoi ce jeu est devenu culte? Classique. Alors c'est ça. que au final, tout le monde a un petit souvenir, mais c'est pas le premier truc qui vient, c'est pas le Metal Gear C'est le jeu Solid, préféré c'est pas de qui concrètement et Ouais, pourtant voilà, tout le tu monde vois. le connaît, tout le monde. Exactement. Mais en fait, il a ultra marqué son époque. Et justement, il y a d'abord le contexte dont je voulais parler, parce qu'on est en 97. Faut voir que, en fait, on est dans la pleine période de la PS1, qui est sortie en 95, fin 95, décembre. Et du coup, le genre phare du jeu vidéo à cette époque-là, c'est toujours le platformer. Ouais, de ouf. On avait, et c'est justement la transition à la 3D. Et on a un exemple qui a marqué, c'est Crash Bandicoot, qui est sorti en 96 sur la PS1, qui était une des 3 visions de la plateforme 3D telle qu'on l'attendait. Et il faut savoir qu'en 98, soit 2 ans après, on a Spyro. Ouais. Mais entre les deux, 97, on a l'Odyssée d'Abe, qui est plus ou moins considéré comme un platformer. C'est un platformer C'est puzzler, vrai. mais c'est tout de même un platformer. Donc on a déjà ce contexte-là puissant c'est le genre phare du jeu vidéo à l'heure actuelle. On a aussi un contexte culturel que je trouve assez intéressant. Pour vous dire, en 95, on a sorti de Judge Dredd, qui est un univers incroyablement sombre. C'est l'adaptation filmique d'un comics où globalement c'est le sang, c'est la techno, c'est terrible. On a en 96 Trainspotting, Independence Day, en 97 on a 5e élément. Bref, en fait, culturellement parlant, on est ouvert aux œuvres sombres, en fait, aux critiques de l'humanité, à des choses sales, justement. On va même Et, vers l'Uchronie limite. Ouais, Uchronie, de des trucs très un peu, punk, ouais. tu vois. C'est pas jovial, mais il y a de l'humour aussi, mais c'est de l'humour sombre, de l'humour dark, tu vois. Et du coup, en fait, Oddworld débarque exactement dans cette période-là et propose exactement cette formule, en vérité. C'est une version adulte, sombre, du genre du platformer, avec des puzzles et de la réflexion un peu plus poussée, qui va le tourner aussi vers des joueurs un petit peu plus âgés, ce que cherchait à faire la PS1. Et justement, c'est grâce à ça que la PS1 en fait un petit peu, quelque part, son fer de lance, parce qu'il représente exactement ce que PlayStation cherche à faire, à savoir ne pas être Nintendo. Ouais. Donc du coup, on a un univers sombre, une critique, c'est terrible. Et ça fonctionne, parce qu'en fait, on a plus d'1 million d'unités vendues 1 an plus tard. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est Et énorme. le pire, c'est succès particulièrement en Europe. Je savais Ah pas que On le ouais. plus cartonné ok. par rapport à tous. Moi, je l'explique par le fait que la culture punk
Royaume-Uni. L'influence assez. Ah, j'avoue. Voilà, donc Abe en fait devient l'un des visages les plus reconnaissables de la console. Et les plus belles à télé. Il y a eu les pubs, d'ailleurs on l'a vu, c'était la pub télé de l'époque. Mais voilà, il y a le contexte culturel, quelque part aussi un peu économique, avec cette critique sombre de la société. Mais il ne faut pas retirer à Old World aussi sa dimension artistique, et pour moi c'est là où le jeu devient culte. C'est la vision qui a été créée par Lorne Lanning. Alors pour savoir un petit peu qui est ce monsieur, c'est un créateur américain, même si si on regarde Abe Odyssey, on voit plutôt une influence Royaume-Uni, mais qui vient pas d'une famille particulièrement aisée justement, alors que son père était l'un des ingénieurs de la ColecoVision, qui était l'une des précurseurs des consoles de salon, qui promettait d'avoir justement l'arcade. Donc on voit Lorne Lanning ici. Donc enfant, du coup, il a un certain contact avec l'industrie du jeu vidéo, mais on parle de l'industrie du jeu vidéo de l'époque de la ColecoVision. Donc c'est juste les prémices, il ne se passe pas grand-chose, mais il y a une certaine petite inspiration. Vu que c'est un enfant assez créatif, il va intégrer l'école des arts visuels de New York. Mais vu qu'il est... le truc, c'est que vu qu'il est dans une famille qui a pas de thunes, il enchaîne les petits boulots comme un livreur de pizza, les trucs bien sales comme ça. Et c'est American Dream de Tortue Ninja. C'est exactement ça. C'est complètement ça. Mais c'est justement ces petits boulots qui vont l'influencer dans la création d'Abe's Odyssey. Une fois qu'il est diplômé, justement, où il a fait de sa spécialité de l'animation, Lorne Lanning, à la base, il cherche à faire des films. Il est surtout influencé par Star Wars, mais pas uniquement pour le monde qu'il a créé, mais aussi le message spirituel derrière Star Wars. On le rappelle, Star Wars n'est pas un film de guerre, c'est un film spirituel en vérité. Même si un professeur a essayé de me vendre ça et du coup je me suis engueulé avec elle pendant 2 heures. Et du coup, en fait, à cette époque-là, juste en sortie de diplôme, il commence déjà à imaginer ce que serait l'univers d'Oddworld, et il l'imagine déjà comme une pentalogie de films, donc 5 films dans cet univers où chaque film aurait un héros différent pour c'est ça. le même message. Le message, en fait, lie l'ensemble, et c'est en travaillant justement au sein du studio hollywoodien Rhythm and Hues qu'il rencontre la productrice Sherry McKenna et lui pitch son idée, en fait. Mais évidemment, trouver des fonds pour faire des films, c'est compliqué. Et c'est là où justement, ils se disent, et si on en faisait un jeu vidéo, en fait, c'est toujours un projet audiovisuel, il y a toujours moyen de créer cet univers dont tu parles. Et c'est ensemble qu'ils fondent du coup Oddworld Inhabitants en 94 et qui travaillent sur le premier jeu, Abe's Odyssey, dont on parlait juste avant. Et c'est là où on arrive sur le message, parce que pour moi, c'est là où le jeu devient culte et le projet en lui-même devient culte. C'est quoi le message ? Il suffit de regarder Abe's Odyssey, on a l'intro du jeu. Le message, il est plutôt évident. On y contrôle Abe, qui est sympathique, avenant, qui est aussi un esclave d'une giga corporation de l'agroalimentaire, qu'on voit ici, Rupture Farms. Et en fait, il se rend compte que ses congénères lui-même sont la matière première de la nourriture. Et voilà. Qu'il crée. Voilà. Le cannibalisme. Évidemment, en se rendant compte de ça, il va tenter de fuir sa servitude, de sauver un maximum de ses compatriotes, du même temps les Mudokon. Et donc, évidemment, le message anticapitaliste s'oppose très clairement. Il est évident. On voit justement cet univers sale dont tu parlais. C'est voulu par l'auteur. Et aussi une critique de la globalisation, de la mondialisation. Surconsommation aussi. Surconsommation, industrialisation. Et qui rend aussi aveugle à la souffrance de l'autre. C'est les deux gros pionniers, en fait. C'est que le capitalisme devenu fou et la mondialisation qui rend aveugle à la souffrance. Et il y a plus encore aussi, puisque Abe, en tant que tel, c'est un avatar qui a été créé pour représenter tout le monde et personne à la fois. Tu peux pas dire il est blanc, noir, machin. Tu ne sais pas quelle est sa culture. Tu peux t'identifier très facilement à ça et du coup tu peux y apposer tes propres notions, voire même oublier complètement ça. Et aussi le fait que le joueur ne l'incarne pas. Tu le joues à la 3e personne et tu le pousses à aller vers un endroit ou un autre. Tu es en fait le superviseur, le guide, quelque part un guide spirituel. Et bien sûr, il y a tout ce côté, les petits messages vocaux mignons, parce que Abe et sa race, entre guillemets, c'est des gens qui sont incroyablement doux, gentils. Et quand ils se parlent, c'est « Hey, oui !» Tu vois, genre, c'est que des petits trucs comme ça. L'idée est de pousser le joueur à l'empathie, en fait, pour Abe. Et il y a aussi un autre truc, et là, c'est un petit peu sale, c'est qu'en fait, le sort des créatures vous sont échus, mais vous pouvez complètement jouer comme un salaud fini. Totalement. Voulu. C'est complètement voulu par le créateur. Je vais le citer justement par rapport à sa philosophie.
Et justement, c'est aussi une critique du capitalisme. Je le cite. Vous pouvez bien sûr gagner dans un système capitaliste. Vous pouvez trouver le succès et vous retrouver en couverture du Forbes. Et du même temps, vous pouvez simultanément être le plus grand enfoiré sur cette planète. C'est ce qui a poussé en fait le créateur à créer toute cette mécanique où tu peux gagner en t'enfuyant tout seul. Ou tu peux ramener tous tes potes, les Mudokon, et faire en sorte de libérer vraiment tout le monde au maximum. Mais évidemment, c'est beaucoup plus dur. Hein. Et c'est beaucoup plus dur de gagner dans un système capitaliste avec de la morale. Selon le créateur, bien que nous soyons assez proches, on va pas se mentir là-dessus. Il y a aussi un autre truc qui a été très très important dans le développement de ce jeu-là, c'est que les Mudokon ne se servent jamais d'un pistolet. Non. Ah oui. Toute l'idée est d'avoir, en fait, c'est ce qui a créé la mécanique de contrôle mental où on peut contrôler les gardes qui tirent sur d'autres choses. C'est qu'ils voulaient vraiment que la race des Mudokon reste pacifiste jusqu'au bout, et c'est ce qui a influencé tout le gameplay. Donc on a tout ça, mais on a aussi l'univers en tant que tel de Old World où là en fait on peut dépasser Abe's Odyssey ou l'exode d'Abe en allant vers Strangers, la fureur de l'étranger, ouais. Munch's Odyssey ou des trucs comme ça. C'est que, quoi qu'il arrive, il cherche à développer des gameplays innovants en même temps que de raconter son histoire. On reste quand même dans un jeu vidéo. On n'est pas forcément dans un Quantic Dreams qui... Ouais, c'est pas un jeu narratif. Hein. Voilà, c'est pas un jeu narratif, c'est vraiment un jeu vidéo et le gameplay est fait... Plutôt dur d'ailleurs. Pour plutôt dur, oui, qui plus est. On est quand même sur une époque où les jeux de puzzle, c'était connu zéro. Avec des grosses composantes d'infiltration, très à la mode, l'infiltration aussi à l'époque. Graphiquement absolument sublime. Mais franchement, ça n'a pas vieilli. C'est là où on voit, je trouve, particulièrement sur ces panneaux, une influence un peu européenne, parce que ça, c'est un style très européen de BD de l'époque. Ça rappelle un peu du Moebius aussi, je trouve, sur certains dégradés de couleurs. Ça n'engage que moi. Mais voilà, tout au long de son truc, l'idée, c'est de créer des mondes où chaque jeu a un nouveau héros qui se retrouvera partie d'un mouvement de rébellion contre le monde capitaliste, qui est finalement l'univers partagé de Oddworld. Et aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'on peut dire que Lord Lanning, c'était un créateur indé dans le sens moderne du terme. C'est-à-dire qu'il voulait avoir un message particulier sur non seulement la manière dont il créait ses œuvres, mais aussi le monde qui l'entoure. Mais vu que c'était avant l'heure, il s'est fait plutôt fumer. On pense par exemple à l'Exode d'Abe, que beaucoup de gens connaissent, qui est en fait une suite bâclée. Parce que l'éditeur de l'époque, attends, l'Odyssey d'Abe, ça a cartonné. Ouais, c'est ça. Je me fais c'est ça. Rapide. Donc ils ont conservé le moteur, ils ont conservé plus ou moins les mêmes puzzles, etc. Ils n'ont pas pu aller au bout de ce qu'ils voulaient faire. Ou Stranger's Wrath, ou la fureur de l'étranger, où là pareil. Il sort, c'est cool, sauf que c'est EA qui l'édite et EA il fait ton budget marketing, non, t'oublies. On va prendre tes 2-3 fans et salut quoi. Donc évidemment, ça se plante un petit peu, mais Lord Lanning, à l'époque, il a senti le filon justement un petit peu de l'indé, puisqu'il n'a jamais une seule fois cédé le droit d'exploitation de ses c'est pas mal. Face à un EA ou un truc comme ça, je peux vous dire qu'à l'époque, c'était très compliqué. Il fallait en avoir, il fallait être sûr de pouvoir gérer derrière. Et du coup, aujourd'hui, on le retrouve en tant qu'indépendant, avec son propre studio, Oddworld Inhabitants, qui retravaille ses premiers épisodes. On a eu New and Tasty. On a eu Soulstorm, qui est en fait la vraie version qu'il avait pour l'Exode d'Abe. Tout à fait. Voilà. Et on retrouve aussi des versions HD de La Fureur de l'étranger ou de Munch's Odyssey, où pareil, Munch's Odyssey, très bon jeu, mais l'exclusivité Xbox a fait souffrir Xbox, tristement. Et le but est toujours simple désormais, c'est de pouvoir mettre enfin à plat la pentalogie qui l'a toujours inspiré du début à la fin. Et vu Netart qui nous a déjà mis dans la tronche, j'ai hâte d'avoir le repas complet. J'avoue, on verra évidemment s'il y arrivera. Alors, je ne sais pas si justement dans cette pentalogie, on en est à 3 ou 4. Si on considère l'Exode d'Abe comme étant évidemment la suite directe de l'Odyssée d'Abe, sachant que c'est une suite forcée, tu l'as dit, ou comme le deuxième épisode du jeu. On verra en tout cas, c'est vraiment des trucs qui m'avaient déjà vraiment beaucoup marqué à l'époque. Alors que c'est vrai que d'un point de vue de design et tout, ça faisait un peu peur. Mais moi, il y a un truc qui sauvait l'ambiance glauque. C'était l'humour. En fait. C'est ultra mignon, ultra drôle de ouf. C'est drôle, c'est vraiment drôle. Moi, dès que j'entendais un prout, je rigolais. Voilà. Moi aussi, dès que j'entendais un prout, je rigolais. Sur ses camarades, effectivement. C'est ça.
Tu peux envoûter des proutes, quoi. C'est terrible. Et il y a, puis- il y a- Et des fois, tu rates le sauvetage des gens, ils tombent dans le Attends, vide et t'as Abe un peu bourré qui fait. Mais justement, se marre. pour garder la légèreté Horrible. de son jeu, Lord Lanning s'est focalisé sur l'idée que les morts devaient être un minimum absurde ou grotesque. Oui. Que ce soit Pas pas une choquant. En fatalité fait. au- Voilà, voilà. tu vois. Dur, ouais, en mode ouais. Tu vois, parce Ouais, que c'est sinon, tu envoies à la mort des esclaves. C'est quand même chaud, tu vois. Donc, il a essayé de retrouver un petit peu de légèreté là-dedans pour ne pas perdre son message, mais faire en sorte de trouver un équilibre et trouver une personnalité. Je trouve que c'est fantastique, hein, tout simplement. C'est super bien réussi, quoi. Voilà, l'Odyssée d'Abe, l'Exode d'Abe, l'Odyssée de Munch et la Fureur de l'étranger. Voilà, peut-être un 5e épisode. Bientôt, on l'espère. En tout cas, l'idée de rester indépendant quand même à jamais. Chaos, tu avais joué un peu à Non, un vraiment des pas du épisodes, tout. aucun, même ensuite ceux qui sont sortis après. Aucun. C'est pour ça que je suis en train de découvrir et tu es en train de redorer un petit peu l'idée Oui, que je me tu veux la faisais, bien PS5? sûr, du jeu. Comment Que tu veux ça PS5 Ah, mais de toute façon. Alors, c'est dispo partout maintenant. C'est aussi Ah ouais, ça l'avantage vraiment, d'un dé, ouais. c'est que. Que tu veux la. Je l'avais déjà dit de toute Récupère façon. la Donc, PS5. Ah, Lox, quant à toi, 2. t'avais joué à un de ces jeux. Ouais. Apprécié pas un de ces vraiment. Bah, vraiment pas vraiment, tu vois. C'était vrai. Je l'ai testé, j'y ai joué, je l'ai touché. C'était pas mon jeu préféré. Limite, bah ouais, je l'ai essayé juste parce que des gens étaient en train d'y jouer et que je voulais tester un petit peu, mais sans plus. Même si, ouais, ça m'a toujours un peu marqué justement parce qu'il était assez atypique dans sa direction artistique. Et je trouvais qu'il avait quand même un beau potentiel. Et toi? La langue française. Très important, la langue française. Autant l'Odyssée d'Abe n'était pas en français chez nous, autant l'Exode d'Abe avait été traduit et doublé en français. Et le système du jeu était un système basé sur la communication. Donc tu devais communiquer avec les Mudokons qui sont bêtes comme leurs pieds, qui font juste ce que tu leur ordonnes de faire mal. Souvent, ce qui rendait le jeu très frustrant. Mais remplacer les hello par des salut. Et ça changeait juste tout. Et tout le système de communication se faisait en français. Les dialogues étaient en français aussi. Comme les Metal Gear qui avaient eu sa version française, Metal Gear Solid, mais qui n'était pas spécialement Tu veux très qu'on très se bien tire traduit. l'oreille ? Mais ça compte. Vous imaginez pas à quel point ça compte. Les premiers JRPG comme Final Fantasy VII traduits en français, ultra mal traduits en français, d'accord ? Mais traduits en français, je vous assure qu'en France, ça a fait toute la différence. On rappellera jamais à quel point c'était important quand même d'avoir ici les jeux en français. Je ne parle pas que du système de communication, mais de l'ensemble du jeu avec tous les dialogues traduits en français. Et ça, c'est quand même quelque chose qui marque, surtout quand tu es ado, que tu es encore en train d'apprendre les langues étrangères bah oui. et que voilà, ça te saoule d'avoir tout en anglais. Voilà, en tout cas, pour tout ça, il est 13h. C'est formidable. Merci beaucoup, Otaksu. On va pouvoir Merci de m'avoir écouté. s'enchaîner avec le reste de l'actualité. C'est la Select. C'est moi. Coucou, Ouais. Lox. Et oui, c'est Coucou, toi. C'est toi, j'écoutais le magnifique jingle que vous n'avez pas la chance de pouvoir entendre, vous qui nous regardez malheureusement. On a un polo très en forme. Non, on a très un vrai énervé. beatboxer, quoi. Quelqu'un Ouais, qui c'est maîtrise ça, la c'est musique. ça. L'ambiance vos Finalement, soirées. Pourquoi avoir des jingles quand on a des voix? Mais bon, on va pas se poser plus la question. Avant ça, on va passer très rapidement sur un rappel des titres. Oui, en début d'émission, nous avons fait 3 revues de presse sur lesquelles on est revenu dans un premier temps sur Uber Eats qui s'incruste dans vos pubs. Oui, bonne idée, mauvaise idée. Est-ce que voir des notifications peut vous perturber quand vous en aviez déjà peut-être trop sur certaines de vos plateformes? On a enchaîné par la suite avec EA qui se positionne et aimerait pencher et push littéralement le fait d'avoir une exclusivité de Call of Duty sur Xbox, histoire d'avoir la paix, un champ libre potentiel pour Battlefield sur PlayStation. Et justement, en parlant de PlayStation, on a terminé cette dernière revue sur cette potentielle PlayStation 5 Slim qui pourrait sortir avec ces petits apports supplémentaires qui seraient un lecteur Blu-ray détachable, voilà, un port supplémentaire à voir. Vous pourrez avoir l'occasion justement de voir où est-ce qu'on s'est situé sur cette idée qui pourrait arriver prochainement. Je sens qu'on va se faire engueuler sur les réseaux sociaux encore. Peut-être, Encore. peut-être pas. Ah là là là. Peut-être, Les réseaux. peut-être pas. Ah, il faut parfois.
On va avoir de l'espoir. Mais tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner sur la véritable select et on va revenir sur ce leak massif qui a eu lieu dimanche du côté de chez Rockstar et le fameux GTA 6. Alors oui, ça y est, le communiqué est enfin paru. On a donc, il est arrivé donc hier dans l'après-midi, aussi simplement que ça, qui se veut d'ailleurs plutôt rassurant, puisque Rockstar indique que les leaks diffusés n'auraient aucun impact, aucun effet sur le long terme, surtout concernant le développement des projets en cours, des projets d'ailleurs mentionnés au pluriel. On peut se dire, ok, il y a peut-être autre chose encore qui se trame de leur côté. En tout cas, comme il le disait, le travail sur Grand Theft Auto continuera comme prévu. L'équipe se dit tout de même extrêmement déçue de ne pas pouvoir donner plus de détails sur le jeu donc, actuel, GTA 6, qui, on le rappelle, se veut encore très discret et nous a offert quelques petites brides de scénario, donc ce qui a été notamment leaké. Donc pas de grosses surprises, pas de grosses révélations au travers de ces leaks, mais tout de même un élément perturbateur. Quoi qu'il en soit, comme ils l'ont promis, une expérience qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer, c'est ce que vous devez attendre de ce prochain GTA 6. Voilà, un communiqué qui se conclut d'ailleurs par des remerciements envers tous ceux qui ont soutenu leurs équipes dans cette situation. On le rappelle, on a notamment Neil Druckmann qui a adressé un message de soutien envers toutes les équipes de Rockstar, donc plutôt une bonne chose de leur côté. Voilà, vivement qu'on ait des informations, comme ils l'ont dit, ça devrait arriver prochainement. Ouais, ils disent que ça changera rien à leur planning, mais il n'y a pas de planning. Oui. Donc en fait, ça change Eux, rien. ils ont un planning. Ils l'ont, voilà. Ça change rien à quoi. Donc on les croit sur parole. C'est ça. Même si en vrai, la fuite du code source, je pense que ça va les forcer à reprogrammer certaines parties juste pour être sûr qu'elles ne soient pas copiées totalement. Ça dépend un peu de En la fait, manière. ça a tellement évolué, c'est tellement daté que ça leur. Après, oui, c'est déjà pas, trop en fait, vieux, ça- on s'en fiche. Ouais. Là où ils ont avancé et là où on est en fait l'état actuel du projet, ce qui est sorti n'impacte pas ce Non, qui est c'est ça. actuel. Donc en fait, c'est tellement lointain. C'est quoi, Tu peux 2017, récupérer ça et 2018, utiliser le moteur. Vas-y, je te regarde. On est déjà 3 fois au-dessus de ce que t'as déjà fait. En fait, ça fait 4 ans qu'on tire c'est sur clair. le truc, donc effectivement, c'est pas grand-chose. Et on a envie de dire, mais tant mieux pour eux dans la finalité. Oui, clairement. S'ils le disent eux-mêmes que c'est pas très grave et que ça n'a pas impacté, c'est que ça devrait aller. On va enchaîner cette fois-ci avec du Capcom. Alors non pas de leak, je vous rassure, cette fois-ci, on aurait une première information sur Resident Evil 9, en tout cas sur son scénario. Alors une première information, vous allez me dire, mais comment ça, on n'a rien vu d'officiel sortir, il n'y a pas de trailer, on n'a pas de teaser, comment ça, c'est quoi cette info? Bon, écoutez, Capcom a livré une information un peu malgré lui, c'est-à-dire que les gens ont récupéré une information pour en tirer une autre, vous l'avez compris. C'est bel et bien tout de même un premier détail, puisqu'en fait, ils ont évoqué le DLC de Resident Evil Village. Ouais. Et justement, ce DLC, c'est Les Ombres de Rose, qui présentera donc 4 heures de vie supplémentaires pour le titre. Donc c'est une excellente nouvelle pour les joueurs qui n'ont pas fini de passer du temps sur la saga. Mais justement, ce qu'ils ont rajouté à travers ce DLC, c'est qu'il s'agirait d'un DLC qui serait présent et existerait avant tout pour conclure l'histoire de la famille, la saga, justement, l'histoire de la famille Winters et cette saga. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire si c'est là pour conclure ce DLC? Ça voudrait dire que pour le 9, c'est pas Ethan Winters, quoi. c'est ça, c'est qu'on part sur autre chose. Si on va conclure l'histoire de la famille Winters, ça veut dire qu'on repart sur quoi en fait? On repart sur Léon de Bruxelles. Quoi. Oh là. Ça, t'as vu Welcome to Claire Fontaine. Ouais, ou j'ai pas de Jill, donc tu m'en trouves. T'as pas de Jill. J'ai pas de Jill. Jill, La l'influenceuse. Saint-Valentin. C'est ça. Voilà. Il est possible. Après, on a quand même pas mal de théories qui tournent. Si vous avez fait Resident Evil Village, que vous avez vu la fin, il est tout de même encore probable qu'on recroise cette Rose. Enfin, j'en sais rien après tout. Pourquoi pas? En tout cas, ça fait beaucoup d'informations qui ont circulé ces derniers temps sur Resident Evil. On vous le rappelle, vous pouvez y jouer sur toutes les plateformes, en cloud ou non, en TPS si vous voulez. En tout cas, voilà, on se permet d'être fort en proposition, en accessibilité. Donc, à voir. Vraiment l'impression que RE7 et RE8 sont des jeux qui ont vraiment super bien marché, mais que personne supporte Ethan. Mais en fait, ce qui marche avec RE7 et 8, c'est l'univers. Ouais. Et ce que t'incarnes, on s'en fout. Ouais, c'est exactement ça. Ça change beaucoup avant. Alors qu'avant, on incarnait des persos stylés. Là, il est un peu. il est perturbé, donc il est un peu con. Après, sa situation, elle n'est pas évidente aussi, mais toi, ça. Bah oui, mais bon. Mais par rapport au genre de jeu et le genre d'horreur qu'ils ont émulé, il fallait forcément aussi un personnage
principal qui était un petit peu en retrait. Parce qu'il est censé être là, se prendre des coups dans les mains, percer, machin. Donc il te faut tu vois, tout le temps. Tu peux pas forcément, du coup, vous êtes avoir des malades. Léon Kennedy ultra stylé. Mais arrêtez de faire ça, c'est pas bien. C'est Ethan. Mais Voilà. il faut ça, tu vois. Mais sachant qu'ils avaient développé la recette principalement en vert en plus, tu vois, genre forcément il te faut un gars comme ça, quoi, tu vois. Il n'y a pas une personne qui n'a pas dit du mal d'Ethan. Là, Mais de toute façon, déjà on voit jamais, désolé, on voit jamais sa gueule. Et Ethan, il a fait le sacrifice qu'il fallait. Mais tu vois ça, non, mais... Pardon. Bon, allez, on va continuer. Hein. On va parler de Valve, en fait. On va enchaîner là-dessus directement, puisque oui, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous êtes tombé sur les tweets là dernièrement, mais oui, Valve va dévoiler les prototypes du Steam Deck, les amis, en avant. Et c'est une chose qu'on apprécie parce que finalement, on n'a pas tant accès en fait au backstage. Tu vois, on n'a pas eu PlayStation qui nous a évoqué la façon dont ils ont développé la PlayStation 5 au travers des différents dev kits, sur comment ils se sont appliqués sur son design d'eux-mêmes, hein, du côté de chez Microsoft. Et justement, à l'occasion du Tokyo Game Show, Valve va donc présenter plusieurs de ces prototypes du Steam Deck afin de montrer un petit peu et accentuer justement l'évolution du projet. D'ailleurs, le développeur Pierre-Loup Griffet, hein, qui a publié donc les photos qu'on voit actuellement sur Twitter aussi directement pour faire profiter tout le monde littéralement. Et depuis le début, comme vous avez pu voir, hein, les grandes lignes de la console sont écrites. Hein. On est resté tout de même sur un concept assez similaire. On peut voir justement que l'écran en position centrale avec les joysticks, les boutons et les pads tactiles sur les côtés. Alors les sticks, ils ont changé de malade. C'est tout à fait à cet endroit qu'on a changé. En gros, par la suite, on peut constater qu'il y a eu l'apparition en gros de la croix directionnelle qui en gros était séparée au début en 4 boutons dans la première version. Elle a évolué par la suite avec des joysticks au niveau de la hauteur et les joysticks eux-mêmes d'ailleurs ont changé de forme parce qu'au début ils ont une forme bombée et par la suite c'est creusé. Donc pour moi la meilleure version c'est la 3, je trouve. Ouais. C'est vrai que la 3 elle est pas mal avec justement un peu plus courbé comme ça. Enfin, Et c'est juste la petite. Ouais. Le pad tactile aussi a évolué en passant justement on le voit d'un cercle à un pad carré. Donc on a pas mal de choses et surtout la couleur qui elle aussi a changé à plusieurs reprises depuis le premier modèle. Alors le premier modèle il datait de mi-2019 justement, les versions toutes les versions là que vous voyez posées ont toutes été conçues à la main par le développeur que je vous ai évoqué tout à l'heure, hein, Pierre-Louis Griffet. Justement le but était de les construire à la main pour après les diriger, les tourner vers une production industrialisée. Ouais, je la trouve vraiment pas belle cette machine, mais par contre, force est de constater, je trouve que c'est une machine vraiment assez unique. Hein. JK me confiait hier, qu'il l'utilise quasiment tous les jours, que c'est vraiment un PC portable utilisable, quoi. C'est unique, oui et non, parce qu'en fait, c'est unique dans une vision occidentale, mais si tu regardes les constructeurs chinois, ça fait des années qu'ils le font, mais c'est la première fois qu'on a un truc qui est vraiment, vraiment bien étudié et qui a une idée, en fait. Ouais, une architecture, je veux faire ça, je le fais, et voilà. Oui, il faut mettre on est d'accord. On est d'accord que les produits, c'est pas que du hardware, c'est du software aussi derrière. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, en concurrent, et j'en ai testé plus d'un sur le JDH, on a les Aya Neo, qui est une marque, on va dire, haut de gamme dans cet univers-là. Les produits sont très bons, mais Windows est clairement pas fait pour ça. Le launcher, tu sens qu'il y a des petits bugs, ça tourne pas aussi bien, quoi, tout bêtement. Tout simplement. Et de toute manière, s'ils avaient voulu faire pareil que Steam, ils auraient jamais eu le soutien de personne. Parce que pour que le Steam Deck fonctionne, il faut que Linux fonctionne. Ouais. Alors ça, faut s'accrocher. Il n'y a que Valve pour réussir à faire « Bon, allez les gars, on va sur Linux » et tout le monde fait « Ouais !» tu vois, alors, parce qu'autrement, c'était mort à minute 0, quoi. La folie de Valve. Mais bon, le talent quand même. On attend le Steam 2 avec impatience. Hein. Moi, c'est surtout le Steam 2 que j'attends. Le Steam 1, j'ai testé. Je veux une version minime. Voilà, c'est ça. Ou un Steam 2, enfin un truc. Trop machin. Trop peu d'autonomie. J'avoue que j'ai été dure avec le Steam Deck. J'ai quand même dit ça ressemble encore à un prototype pour moi. Je suis d'accord. Mais comme la PS5, tu vois, je comme un peu une Slim, une Pro Slim. Pour moi, c'est le même genre d'idée que les Fold. Ça fonctionne, tu comprends très bien où ça veut en venir.
Ça ressemble Bah, toujours à un truc le- early adopter, un peu le proto flip. sur les bords. Pour moi, le flip, Oui, pareil, aussi. c'est un prototype ce téléphone. Ah, c'est- Je ne comprends ouais. pas qu'il soit sorti Les deux, dans cet état-là, en fait. Après, chacun, voilà, les goûts et les couleurs, hein, comme vous dites. On va enchaîner sur une autre actualité. Yes. On va repartir, sauf si vous aviez un dernier commentaire. Non, non. Pas du tout, Mode, pas du tout. Non, design, non je me tais. ergonomie, autonomie de batterie, non, Plus rien à rien. dire. Bon, allez, on enchaîne. Mais je vous rassure, on va rester un petit peu dans le numérique tout de même. Et cette fois-ci, on va s'attarder sur un cas tout particulier. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop allergique aux cours d'économie, puisque je vais peut-être passer très brièvement sur quelques explications. Ça va aller, ça va bien se passer. Je vais le vulgariser m'accroche. KO. Ouais, Accrochez-vous, asseyez-vous, bon appétit. M'accroche. Euh, J'ai arrêté la mastiquez fac bien. quand J'ai j'ai fait eu un du bac confinement. ES. Tout va bien. Mastiquez bien vos aliments. Oui, alors est-ce que vous connaissez tous un petit peu la BCE, la Banque Centrale Européenne, et Oui. son rôle autour Ouais. de cette table? Bon, je vais Son tout de rôle, même- non, à peu mais près. je je vais vois tout ce de que même, c'est. voilà, je vais le définir comme ça, au moins tout le Il y a monde de l'argent. partira sur un Il y a de pied l'argent. d'égalité. Effectivement, il y a de la monnaie là-dedans, et c'est justement ceux qui sont responsables du taux, du nombre de créations monétaires dans l'Europe, justement. Donc, typiquement, il faut le prendre comme le papa de nos banques commerciales, donc tout ce que tu connais, Société Générale, BNP, CIC, tout ce que tu veux. Grosso modo, eux, ils sont là à les regarder, eux, et attendre qu'ils leur impliquent ce qu'on appelle un taux d'intérêt directeur. C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils vont faire un crédit auprès de la Banque Centrale Européenne qui va dire: alors, 2022, on va créer tant de moulas, et c'est tout. Et eux, ils vont regarder en mode: combien je peux t'en prendre et à combien tu me fais le taux d'intérêt. Ouais, C'est-à-dire, d'accord, c'est un ok, je peu vois. les Je vois, intérêts je vois, qu'ils je vont vois. payer sur ce qu'ils vont emprunter, comme toi, Ok. quand tu vas prendre un crédit, tu vas emprunter 2000 € et rembourser peut-être 3000 en fonction de ton taux. Ton C'est pourcentage. scandaleux ce Ouais, système. C'est Ça fait vrai mal que au c'est cul. cruel, c'est cruel et Ah là c'est là. dur. Et du coup, dites-vous que ces banques commerciales, comme on le disait, sont elles aussi endettées auprès de cette Banque Centrale Européenne. Banque Centrale Européenne Super. qui, comme Ils ont tout- l'imprimante Ayebi, ils font même pas Nettour, les bâtards. c'est ça. Tu pourrais faire plus, mais tu fais pas. En tout cas, comment ça se passe? C'est que cette Banque Centrale Européenne évolue et vit avec son temps d'une certaine manière, et aujourd'hui se retrouve face à une situation où effectivement le numérique est en train de prendre une part quand même assez monopolisante de toutes parts, que ce soit avec la crypto-monnaie ou autre. Bah Et ouais. effectivement, on a Christine Lagarde qui actuellement est la patronne de cette Banque Centrale C'est vrai. Européenne. Et bien que cette personnalité politique n'était pas très friande de tout ce qui concernait les crypto-monnaies, les bitcoins en oui. autres, elle s'intéresse néanmoins Pourquoi aux monnaies numériques désormais. Et c'est donc la Banque Centrale Européenne qui étudie l'idée d'un projet numérique. Leur objectif, ce serait de partir sur l'euro numérique. Donc ce serait comme des billets tels qu'on les connaît Ouais. actuellement, mais en version numérique. Et donc des billets qui seraient garantis et sans risque par la Banque Centrale Européenne. Ok. En juillet 2021, justement, ils se sont lancés sur une longue réflexion et se sont dit: bon, allez, c'est parti, on va lancer ce projet avec une première phase qui va normalement durer 2 ans. Et le projet, écoutez, semble plutôt bien avancé, puisqu'il y a quelques jours, ils ont annoncé une collaboration avec 5 entreprises. 5 entreprises qui donc auront la responsabilité d'aller développer des interfaces pour les utilisateurs. Aka nous, vous avez compris. Chaque entreprise, du coup, va se concentrer sur une tâche et une utilisation qui leur sera bien précise. Et parmi ces 5 entreprises, on voit surtout Amazon qui sera là donc pour proposer une interface pour les paiements dans le e-commerce. C'est vrai qu'ils n'ont pas été Évidemment. choisir ceux qui étaient les moins, Oui. c'est les moins connaisseurs du secteur. C'est-à-dire que c'est un domaine quand même qu'ils maîtrisent plutôt pas mal. Les autres sociétés choisies, je peux vous les énoncer quand même, c'est KXA Bank, Worldline, EPI ou encore Nexi. Donc les premiers travailleront donc sur les paiements qui se feront donc en peer-to-peer, en pair à pair. Et les autres, eux, vont plutôt se focaliser sur ce qui concernera la moula, les points de vente. Vous l'avez compris, oui. On parle de crypto-euro, là, c'est ça que tu es en train de parler un Non, on parle de véritables euros. Mais C'est comme numérique. si là, tu allais à la banque, en fait, mais Monnaie au lieu de numérique retirer en souveraine, quoi. physique, tu Ouais. vas Ouais. avoir des billets numériques. peu. Ouais, je vois. Mais moi, d'accord. Tu vas pouvoir moi, payer de façon numérique. C'est-à-dire je que. ne vois pas en fait. Ouais. Parce qu'on a Moi des non plus, je vois comptes pas en banque. l'intérêt. Bah oui, en fait, on peut quand même s'en Tout, servir. tout est déjà numérique. Oui. Alors, Non, en fait. c'est non, c'est non, pas, mais c'est pas c'est pareil. ça. Non, Mais c'est pas attendez, pareil. C'est pas pareil. Non, c'est pas ça. Je C'est pas pareil. termine, On parle de création d'argent, là. je termine l'explication comme ça. C'est genre- Je t'en prie, excuse-moi. L'objectif, en gros, de l'exercice, c'est de prototyper, d'où le fait que ce soit toujours en étude et en réflexion, et que là, il soit sur la première phase qui durera donc 2 ans. En gros, c'est tester une mesure technologique derrière un euro numérique pour, en gros, développer ça pour les entreprises.
dans un premier temps. Comme je vous le disais, la Banque Centrale Européenne ne traite pas avec les particuliers. La Banque Centrale Européenne traite avec les banques commerciales et non pas des particuliers. Nous, on va les traiter avec les banques commerciales, mais eux, ce qu'ils vont faire, c'est justement avec des entreprises et des banques commerciales. Donc, c'est sur des transactions qui seront simulées et lancées justement à travers ces 5 sociétés. D'où le fait qu'ils développent, je vous disais, ces infrastructures, des interfaces pour les utilisateurs. En gros, ce serait un nouveau système euro numérique pour les pros et les banques. Ça évite d'imprimer du billet. Pour que je comprenne, du coup, plutôt que d'éditer physiquement un euro, ils éditeraient numériquement un billet, ce qui aurait une influence sur la valeur du coup de la monnaie, puisqu'elle passe par ensuite par le système avec les banques, etc., quoi. Donc, plutôt que d'avoir, je sais pas, un tap to pay machin, là, on aurait une banque, enfin pas une banque, mais la BCE éditerait des billets numériques qui auraient une influence sur la valeur, quoi. Qui remplacerait la valeur d'un billet physique, en fait. En fait, parce qu'ils veulent juste du billet normal en numérique. C'est aussi simple que ça. Ils veulent juste faire des billets normaux. Mais ça change quoi, du coup? C'est aussi simple. L'argent, t'as pas le droit de créer de l'argent comme tu veux, tu sais. Donc, à partir du moment où tu crées de l'argent et que tu la mets sur le marché... Ça change le fait qu'ils soient en train de s'adapter à une ère qui soit beaucoup plus numérique que vraiment traiter avec de la valeur marchande physique. En fait, on vient juste numériser ça. Point. Parce que le nombre de billets en circulation influence la valeur du billet lui-même, etc. Évidemment. Donc là, en fait, au lieu d'imprimer des billets physiques, des billets ronds... C'est ça. Du coup, tu as une traçabilité différente. Une traçabilité différente, façon justement de gérer les choses qui se feraient de manière totalement différente. Ça demande un changement assez important. D'où le fait que ce soit déjà une première phase d'étude de prototype sur une durée de 2 ans déjà pour commencer. Donc c'est assez long, mais c'est quand même assez important d'aller se poser ces questions parce qu'un jour ou un autre, ça aura un impact dans toute façon sur le quotidien de tous. Et voilà, il faut sachez les cocos qui travaillent là-dessus tout de suite maintenant. Demande quand est-ce qu'on aura plus de lingots d'or ou des trucs comme ça pour remplacer les vraies valeurs. Et tu auras un lingot d'or dans Fortnite, tu seras très content. Ouais, mais moi je le vois aussi d'une manière un peu différente. C'est le côté où ils sont en train aujourd'hui se dire, même à la Banque Centrale Européenne, bon écoutez, il y a des flux d'argent qui sont en train de fluctuer et varier, dans lesquels on n'a pas du tout les mains, on n'a aucune gestion de tout ça. Et donc on va quand même s'y attarder aujourd'hui, comme on peut le voir avec d'autres secteurs, je sais pas, les voitures électriques ou autres, où on essaie justement de s'axer et penser aux problématiques. On verra l'influence de tout ça, évidemment. Vous, la petite gens, vous pouvez continuer de faire Apple Pay. C'est votre argent de la banque qui sera... Voilà, ce sera des chiffres qui commenceront à passer. Mais les chiffres, à un moment... faut quand même que vous puissiez les retirer. Et si jamais un jour vous avez envie de passer à votre distributeur et de prendre les 150 € qu'il vous reste, vous avez le droit d'avoir les putains de 150 € dans vos mains et les foutre sous votre matelas. Comme ça, dans 3 semaines, vos 150 € en vendront plus que 15 et vous pourrez même pas acheter un jeu vidéo avec. Et tu verras ton Game Pass. Mais oui, et à un moment, il faut quand même qu'on puisse récupérer notre argent, nous. Voilà, donc il faut bien mettre en circulation les billets. Pauvre personne pour la prochaine chronique. Ouais, on est. C'est des sujets, mais ça, on va dire que ça impacte, impacte énormément de changements à l'avenir. On va parler d'autres sujets justement liés à Internet. Ah d'accord, oui, c'est bon. Je comprenais pas. Je voulais pas vraiment spoiler. J'aurais pu. Okay. Mais justement, transition toute parfaite pour repartir sur autre chose, puisque c'est bien d'avoir de l'argent, des billets numériques, de l'euro numérique comme ils disent. Mais avant ça, est-ce qu'il faudrait pas déjà avoir accès à Internet? Parce que d'après vous, je vais vous poser la question et là, allez-y, répondez-moi. D'après vous, combien de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à Internet? Oh non! Mais moi, je suis le conducteur, je suis quelqu'un de professionnel, ma bonne dame, j'y peux rien. En plus, je l'ai pas écrit exprès, je l'ai écrit à la fin. J'ai rajouté la ligne et normalement, on voit pas. Ouais, j'ai vu. Moi, j'ai pas regardé. Vas-y, fais-moi découvrir. Dis-moi, répondez-moi. 7 ou 8 personnes. Le chat, vous êtes près de la vérité. Combien n'ont pas... Alors, moi, Dans le monde, d'après vous, combien de personnes n'ont toujours pas accès à Internet? Moi, j'ai des très bons amis qui se font des petites sauteries sans Internet le temps d'un week-end. Non, mais ça, c'est... Ça, c'est le niveau 10 de j'ai grandi avec Internet. Tu vois, là, Ils se regroupent tous ensemble. J'ai tellement grandi avec Internet que j'en ai marre d'Internet. Tu vois. Auprès d'un feu et de jeux de société. Et pendant une petite semaine, ils discutent vraiment entre eux. Et ils n'ont pas le droit d'utiliser Internet. Ils appellent ça s'échapper.
Ils appellent ça le camp. Selon le keyword, tu vois, on va avoir des problèmes ou pas, tu vois. Ils appellent ça le camp. Voilà. Bon, il y en a qui commencent à s'en rapprocher. Je vois K.O, tu as une idée, une approximation De gens qui vivent sans Internet aujourd'hui. Là, tu parles dans le monde. Dans le monde, bien Dans le sûr. monde Dans Ah, le bien sûr, monde dans le monde. Dans le monde, doit y en avoir tellement quand même. Bah, tu regardes, pas abusé. forcément, il y a des pays où il n'y a pas Bien du tout d'accès sûr. à Internet. Après, j'ai lu le conducteur, mais je le savais aussi. Mais Je dirais 20% dans le monde. Tout à l'heure, tu l'avais pas vu. moi, je cherchais en France. Alors, sondage dans le Ça chat, n'est pas en France, est-ce que dans vous avez le Internet monde, hein C'est ma question, dans le monde entier. Près Oui, de- il y en a, ils sont- 20%, moi je dirais 20% le monde. Le monde, 20% Ah, sans Internet. 20%, mais moi je vous demandais un chiffre. Un chiffre Bah, de toute façon, Bon, si allez, on connaît c'est le nombre de pour preuve personnes. plaisanterie. Il y a un tiers de la Voilà. population au monde Voilà. qui n'a pas accès à Internet, ce qui représente exactement 2,7 milliards. Mm. C'est énorme. Un tiers, c'est 33%, un tiers. Donc, c'était bien un Ouais. chiffre que je t'ai donné. Ouais, mais vas-y, Ken, moi j'ai pas fait prof de maths, donc moi j'ai 3 fois tiers- trois. Change pas les formules, j'ai là. un tiers plus 2,7 milliards. Je vais m'arrêter là. d'accord. 33% des gens dans Ça le monde fait qui n'ont pas Internet. 33%, effectivement, mais c'est ouais. C'est Ouais. massif, ouais. C'est pas mal, hein. Oui, c'est vrai qu'en vrai, la conversion n'était pas compliquée. Je viens de me dire, c'est vrai que 33%, c'est pas compliqué à faire. Mais je veux Ouais. pas compter. J'ai eu mon bac, ok. Et c'est bien. quand même. Alors, c'est bien. En vrai, il y a eu un beau jump, parce que pourquoi on vous en parle, c'est que l'Union internationale des télécommunications a un objectif. Cet objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde soit connecté d'ici à 2030. On n'est pas si loin de 2030, en vrai, dans les faits. Et cette information, ça fait longtemps qu'on la connaît, cet objectif d'avoir vraiment Internet partout pour tous les habitants du monde entier. Et justement, on avait une estimation qui s'était fait en 2019, justement, on était à 3,9 milliards d'habitants, enfin, en tout cas, de la population mondiale qui n'avait pas accès. Et aujourd'hui, en 2022, on voit quand même qu'il n'en reste plus que 2,7. Et c'est quand même énorme parce que ça fait 5,3 millions d'utilisateurs d'Internet dans le monde. Tout à fait. Et Et même d'ailleurs, il faut compter que la population augmente d'ailleurs durant ces années. Du coup, que la diminution doit être encore plus importante que ça. Parce qu'en 10 ans ou quoi, en 15 ans, en moins, la population mondiale a augmenté, aussi. en effet. Et pourtant, le nombre de personnes qui n'ont pas Internet a, elle, diminué de façon assez significative. drastiquement. Surtout forcément dans les foyers qui sont déjà équipés, lorsque tu augmentes ton nombre de population, ils sont eux aussi équipés et donc d'une certaine façon connectés. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui on voit typiquement la news précédente où la BCE, la Banque Centrale Européenne, essaye de se pencher un petit peu sur le côté numérique avec l'argent. Tu te dis, mais comment on fait, comment on résout ce type de problématique lorsque des gens n'ont pas accès à Internet Ça va et qu'ils trop pensent à vite, une ça va trop numérisation. loin pour quand même un tiers des personnes qui n'ont pas, enfin qui n'y connaissent absolument rien en fait. Ça va beaucoup trop vite. Sachez que ça marche aussi dans le chat. Il y a actuellement 62% du chat qui a Internet. 62% du chat qui a Internet. Donc on a 36% du chat qui n'a pas Internet, qui correspond aux 33% mondial. Donc il y a vraiment 30% des gens dans le monde qui n'ont pas Internet, même dans le chat. On avait à peu près 30% de non, je ne suis pas influencé par la pub. Ah oui, Ouais. On a bien 30%. c'est donc C'est bon, on les a. C'est vrai que c'est Ils bien sont là, on les proportionnel. ramène. Franchement, c'est incroyable les maths, ça marche partout. Ouais, de fou. Sans contexte, sans rien. Mais c'est 7% en France de personnes qui n'ont pas accès Ok. à Internet. Punaise, quand Et même. c'est- Et quand il y a quand même c'est énorme. 1%, il y a le petit 1% symbolique en métropole. C'est bien en vrai. Après, je pense que c'est pas par choix. Il y en a un Non. tirage. Non, non, Je non, pense non. aussi que c'est pas par Après, il y, choix. y en Non, a mais qui le veulent aussi. La bien sûr. plupart du temps, en fait, il y a effectivement les zones blanches où le réseau n'est pas développé. Mais ça, en vrai, c'est moins perturbant encore parce que tu as un bout de réseau. La plupart du temps, c'est un manque de moyens, en vérité. Il y a beaucoup d'associations en France aujourd'hui qui proposent des ordinateurs, des vieux ordinateurs à des familles qui n'ont pas accès à Internet ou des trucs comme ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les études des enfants, même en primaire, même au collège, même au lycée, ils considèrent que tu as un ordinateur. En Donc vrai, pour ouais. les familles qui ne sont vraiment pas aisées... Aujourd'hui, tu dans vois, les trucs comme ça, c'est démarches une horreur. administratives, si tu n'as plus d'ordinateur, tu ne peux plus faire tes démarches administratives. Ouais, il y a il y a le PMU du coin. On peut aller faire quelques... on peut aller- Attends, quelle aller- démarche tu fais au PMU, dis-moi tu peux faire, T'as des démarches. ok. tu peux faire quelques démarches au Quelle démarche tu n'as PMU pas du en coin. sortant du Non, non, PMU non. aussi. Enfin bref. Mais ça a bien évolué, en tout cas, hein. C'est particulier. En tout cas, information assez intéressante. On a plein de stats à avoir sur ces choses-là, mais on va continuer nos news puisqu'il nous en reste tout de même 2. Et on va tout de suite s'intéresser à un bad guy. Ouais, à notre bad boy préféré, c'est Batman.
T'es sérieux, Polo? C'est Batman, le bad guy. Oui, il faut sauver notre soldat Batman qui, pour racheter notre sauveur Batman aussi, c'est assez compliqué. Et oui, la série Batman Caped Crusader n'est pas morte, on vous le rassure, la série elle existe tout de suite, mais le problème c'est qu'elle est un petit peu orpheline, un peu comme Bruce Wayne malheureusement. Oui, Warner est actuellement en train de chercher un diffuseur du côté des plateformes de streaming, c'est assez compliqué. Alors on pourrait dire ça se bastonne quand même pour Batman, on reste dans le thème. Et bah non, alors sachez qu'il y en a déjà un qui est hors cours, c'est Disney. Disney il a dit pas de violence, c'est les vacances, enfin bref. C'est vrai, Batman trop violent. Pas trop son ils ont Marvel, kick. Mais Batman peut-être un peu trop dark, tu vois, genre I am the vengeance, ok. La technique justement, c'est que on a quand même les plateformes de streaming qui sont là, donc on a Netflix, on a Amazon et on a aussi Apple qui sont sur le coup, qui se bataillent très certainement ça. Et c'est vrai que c'est pas la première fois parce qu'ils utilisent actuellement la même, Warner, bien sûr, je reprécise, c'est Warner qui détient ces droits-là, et Warner utilise la même technique que pour Sandman qui est arrivé sur Netflix, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas de diffuseur à ce moment-là. Ils l'ont un peu lancé comme ça sur la table de allez hop, qui veut. Voilà, et bien sûr, c'est à ces plateformes de se disputer un petit peu ces droits. Et c'est justement le journal américain The Hollywood Reporter qui nous fait part que les deux producteurs, Matt Reeves et J.J. Abrams, seraient donc en pleine négociation sur les droits de la série. Donc écoutez, vous verrez très prochainement, vous aurez très certainement une annonce avec des plannings de sortie, et c'est certainement l'une de ces plateformes qui vous le rapportera. Ces oreilles du Batman là. Ah, c'est à l'ancienne. Des cornes, hein. Ah ouais. C'est des corps. Je sais pas. Ouais. C'est le bad guys. Mais c'est Bruce Timm, les gens, c'est Bruce Timm. Que voulez-vous? On est quand même sur le créateur des Animated Series, les Superman, les Justice League, les plus grands animés de l'époque pour DC Comics. La sortie de cette série, elle est évidente. Clairement, c'est du garantie pure. Je pense que c'est juste une question de gros sous, tu vois. C'est même pas une question de genre, est-ce qu'on va la faire ou pas? Je sais pas trop. J'ai pas trop d'intérêt pour Batman avec le créateur principal, tu vois, genre. J'avoue. Non, c'est bon, c'est juste bon. Les gars, on veut la moula. Ça boulie. C'est ça, mais ça va être fantastique. Ça va être très sympa. Garanti. On termine très rapidement avec juste une petite news, c'est juste pour le plaisir des yeux, c'est juste parce qu'on aime ça et que vous aussi, vous savez que vous aimez ça, vous aimez pas Minecraft? Non, je vous crois pas. Non, justement, on voulait revenir sur une très belle création. On adore mettre les modeurs, les créateurs en avant, puisque oui, ils sont pleins de talent et c'est pour nous régaler. Et cette fois-ci, c'est Bloodborne qui se retrouve dans Minecraft. Ouais. Et c'est somptueux de retrouver toute la beauté de Bloodborne pixelisée, mais ça n'en perd pas un grain de beauté. Et c'est juste absolument incroyable. C'est le créateur Potoni qui a donc partagé ça sur sa chaîne YouTube. Donc toutes les différentes créations et la reproduction de la map est juste sublime. Honnêtement, c'est un travail d'orfèvrerie, comme on le dit à chaque fois. Et alors, comme vous pouvez le voir, donc on a quand même différentes constructions qui seront achevées. Et alors pour le coup, il est, vous voyez, assez long, assez dur quand même d'assembler le tout et de rendre la carte jouable. Mais justement, c'est ce qu'il essaye de faire pour pouvoir la remettre entre les mains de tous. Et on va pas se mentir, on a hâte parce que quand on voit le nombre d'heures de travail que ça peut représenter en fonction de certaines zones, c'est juste... Wouh, allez, courage. Et heureusement qu'on a des vrais passionnés. Je vous donne quelques exemples. On a pu voir justement la clinique Losevka qui a pris entre 4 et 5 heures. La tour de l'horloge astrale, pareil, 6 heures. La chapelle d'Odéon, 1 à 2 heures. Et je trouve ça hyper rapide par rapport aux résultats quand même. Une chapelle en 2 heures. Talentueux déjà de base. Quoi, donc, si on n'avait pas de passionnés comme ça, on n'aurait jamais de travail comme ça, sachez-le. Donc voilà. On peut lui envoyer plein de force. Les likes et les follows, c'est gratuit les amis. Voilà. Incroyable Minecraft. Je pense que ça fascinera le monde encore très longtemps. Comme les Lego fascinent le monde depuis leur création. Mais un petit big up à la communauté Bloodborne aussi, parce qu'il y a beaucoup de créa fans, le remake PS1 et tout. Genre, le jeu fascine de fou, quoi. C'est ultra plaisant. C'est un jeu culte. Tu pourras en faire une. Je pense qu'il en passe de le devenir en tout cas. Oui, non, mais en vrai, je pense qu'il l'est déjà. Ils n'ont toujours pas le 60 FPS, mais ils ont un jeu culte. C'est Souls, ça. Hein. C'est formidable. On remercie évidemment Maître Sherlock pour l'ensemble de cette actualité. On va passer à la dernière chronique du jour. J'ai faim. La nourriture dans le JV par Chaos. C'est parti. Chaos, ça va être une torture de t'écouter.
Miam miam. C'est qu'on Miam a miam. tous faim, on Miam, miam. mange très vite avant l'émission. Et... Il fut un temps, je savais bien le faire ce bruit d'ailleurs. Miam miam. Non, un truc comme ça. Là, oui, je sais plus. Le truc Le truc de Yoshi, oui. Mais oui, la cuisine, donc la nourriture dans le jeu vidéo s'implante dans tous les arts, notamment le jeu. Et au-delà des jeux spécialisés dans la gestion de celle-ci, on va revenir dessus un petit peu plus tard. On rencontre en fait la nourriture dans presque tous les jeux, que ce soit de manière en fait obsolète ou alors complètement utile, d'un simple morceau de pain rassis, d'une orange comme collectible, d'une recette de côte de sanglier. En fait, elle est omniprésente et s'impose et occupe une place très importante. On va pas revenir sur tout ce qui est breuvage alcoolisé dans cette chronique, peut-être une prochaine fois, puisque c'est très intéressant aussi de situer l'alcool en fait dans les jeux vidéo. Mais on va s'intéresser à tous les différents aspects et tous les jeux, tout simplement, où on retrouve la nourriture. Et en fait, c'en est devenu une généralité, ni plus ni moins, pour beaucoup de gens. Outre, bien sûr, la simulation classique dite Sims, où si on ne mange pas, on meurt, la classique. Mais ça, c'est très réel, c'est une simulation. On retrouve pas mal de nourriture dans le RPG, notamment, dans les jeux de gestion de communauté, dans des jeux indés, évidemment. La nourriture est un élément essentiel à la vie et dans un univers où tout n'est que pixels, bien sûr, il est parfois aussi important pour nous, en fait, de manger. Ça me fait penser à diverses personnes qui jouaient trop et oubliaient de manger IRL. Attention. Ah, qui fait ça? Ça ne m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé d'oublier de manger parce que t'as trop joué? Non, jamais. Jamais, ça vous est jamais arrivé à vous là dans le chat? Particulièrement quand je jouais à World of Warcraft. Mais c'est pour ça que justement, on peut remercier World of Warcraft qui est un jeu qui récompense les pauses. C'est vrai. Donc, mais quand j'y jouais à l'époque, il n'y avait pas ce compteur-là. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, justement, il y a pour certains jeux, on retrouve la notion en fait de power-up en ce qui concerne la nourriture, comme World of Warcraft, où vous m'excuserez de la référence, bien sûr, c'est mon jeu préféré TMTC, où en fait chaque recette restaure des points de vie classiques, mais parfois octroie un buff, et un buff, une amélioration permanente, ni plus ni moins, ce qui permet d'augmenter des statistiques absolument pas négligeables. Cet aspect est très commun dans le RPG, et ce qui en fait un arc nécessaire, mais pas prioritaire pour avancer. Et cette notion de consommation se caractérise aussi par le liquide, bien sûr. Il faut boire, Jean-Claude Van Damme il faut boire. Bientôt, il n'y en aura plus. Voilà, et bien sûr, ça restaure le mana. La potion, ça se voit souvent. C'est très très intéressant. Solar Curse 2 très récemment qui a toute une mécanique comme ça où tu as des buffs avant de partir en donjon en bouffant avec ton équipe. Ça t'es obligé de toute façon au bout d'un moment de t'octroyer ces bonus supplémentaires de caractéristiques, sinon écoute, tu n'es pas admis. C'est vrai que c'est classique. On est passé par là, bien sûr. Breath of the Wild, mais oui. Ouais. Mais du coup, oui, en parlant de liquide, c'est vrai qu'on parle de nourriture, on parle de recettes. Donc là, vous pouvez voir, en fait, dans World of Warcraft, ce sont diverses recettes à créer, bien sûr, comme d'autres jeux où il y a plusieurs caractéristiques différentes qui sont octroyées par ces recettes. Mais ça se caractérise aussi par le liquide, donc l'eau pour le mana, mais aussi par des potions, par des breuvages qu'on le récupère, qu'on loot par-ci par-là, et qui octroient aussi des bonus. On peut les fabriquer, mais on peut aussi très bien les looter. Et bien sûr, c'est indispensable pour avancer dans le jeu vidéo. Est-ce que tu sais pourquoi c'est toujours rouge la vie et bleu le mana? Alors, je me suis posé la question en arrivant ici. J'étais sûre que quelqu'un allait me poser la question. Pour moi, c'est très simple. Alors, ça, c'est personnel, mais je pense que rouge pour le sang. Rouge, c'est le sang. Et bleu, c'est pas rouge. Voilà. Classique. Mais après, la vie, ça peut être vert aussi, souvent. C'est la barre de PV est verte. La barre de PV est souvent verte. C'est ça. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on caractérise ça rouge, peut-être pour le sang, pour le fait que ce soit vital, plus ni moins. Et si on doit représenter la vie, on représente souvent la vie avec le vert, finalement. Parce que le vert, la nature. Mais le vert, c'est symbole aussi de l'espoir, donc aussi le fait de pouvoir peut-être avancer un peu plus. Je sais pas. Ça se mange aussi. Oui. Ça se mange. C'est bon, il faut manger vos légumes. Non, le bleu, ça se mange pas. Ah bon? Ah non, quasiment tout ce qui est bleu, ça se mange pas. Citez-moi un truc bleu qui se mange. La spiruline. Bah ouais. C'est pas très veleux. Gatorade. Non, des vrais trucs bleus. Les schtroumpfs. Il y a des trucs. Il y a des couleurs que tu retrouves jamais en nourriture. Le bleu, tu le retrouves quasiment jamais. Du chou rouge et je crois du vinaigre, ça te fait une eau bleue qui est consommable. Ouais, mais je t'assure que c'est pas appétissant. Le bleu, c'est le truc le moins appétissant. Ah ouais, moi ça me dérange. Ah oui, le bleu ça te donne faim. Le bleu ça donne un caramel bleu, enfin tu vois des. Mais c'est noir, le caviar, les myrtilles c'est noir, c'est plus noir que ça. Non. Alors la myrtille en fait est bleue.
elle fait une couleur rouge quand elle est cuite, En et plus. tu la retires, elle est verte. Tu retires la peau, elle est verte. Ouais, ça Formidable, fait ce fruit est pas- génial. La nature est belle. Hein. J'apprends quelque chose, tu vois. genre, c'est énorme, c'est génial. Oh, j'adore. Et essayez de voir. Oh, c'est dégueulasse. Prenez plusieurs plats, essayez de voir ce qui est Tu sais qu'il bleu m'a dans parlé vos de plats. Vous gaufres verrez, il y a très Non, mais peu de t'as bleu ou compris ou quasiment pas pas de bleu. Je vais te Polo, faire un gratin de c'est schtroumpf dégueulasse. sur des carambars tutti frutti, tu vas voir. Avec la glace bubblegum. Voilà, Ça c'est peut marcher avec de la boisson, le bleu. Oui. Mais la nourriture. Oui, le mais en bleu. fait, Le je pensais Powerade. plus à des boissons. Ouais, les pour le boissons, coup. ça marche, Parce mais qu'il y a plein de nourriture bleue, il n'y a cocktails pas. bleus, moi j'adore, mais du coup, je suis en train de me dire. Curaçao, etc. Mais Ouais, le quoi, ça, problème, ouais. c'est que le produit de base est-il totalement bleu aussi. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime Mais- bien. Bref, pardon, excusez-moi, juste pour revenir. Petite on digression. parle, non, parce que je vois le temps passer un petit peu. On parle aussi de la nourriture, bien sûr, dans les jeux de gestion. On parle des, par exemple, les 4X, hein, les STR. On parle de gérer en fait des communautés entières et qui nous proposent en fait de gérer la nourriture en ressources. Celle-ci se caractérise soit par le fait d'avoir besoin de récupérer des aliments collectifs comme du blé ou autre chose pour en créer davantage de communautés, d'humains, de peu importe. Ça marche aussi avec le bétail, bien sûr, hein, gérer l'agriculture, ou alors soit ça se caractérise par des bouches à nourrir. On peut le voir sur une interface sur l'HUD, et que c'est quand vous avez besoin de créer du personnel, il va falloir créer plus de fermes, il va falloir créer plus de bâtiments. On voit en fait que vous avez 100 sur 100 de peuples, de personnes créées, il va falloir commencer à augmenter. Donc là, on est en fait dans un plus où il faut travailler en fait pour se nourrir, il faut travailler, il faut avancer dans le jeu pour pouvoir ne plus avoir besoin de cette nourriture finalement, qui est devenu un peu un fardeau, ni plus ni moins, puisque c'est pas un bonus hein, finalement de. Oui, parce que du coup, de là, c'est créer tout une ça. ressource. Quoi, d'un C'est coup, juste une donc, ressource, c'est pas un bonus, il faut l'exploiter, il faut le faire, et c'est là forcément qu'on retrouve un peu ce côté gestion plutôt humain hein, finalement, puisque on a besoin de Il manger n'y a pour pas vivre. Hein. expérience plus humaine que la bouffe. C'est ça, c'est C'est ça, vrai. Ah, je suis complètement d'accord. Et donc, C'est vrai. c'est juste l'aspect hein, de bouche à nourrir. Hein, même également pour, bien sûr, il est formidable ce Ce plan. pardon. plan est extraordinaire. C'est- T'es un peu en multi, Ça, en infini loop, Ça met mais une couleur. Tu sais, c'est mon dessert préféré, la crème brûlée. ça c'est satisfaisant, ça. Ouais. Ça, Péter le jaune Ah, d'œuf. Aïe, 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 aïe. ouais. Ouais, Ça, c'est moins satisfaisant. ouais, Vous, moi vous non avez plus, ça mangé me avant. Moi, je Genre, mange vraiment après pas du l'émission, les gars. Dis-moi pas du beurre sur du maïs comme ça. Ah oui. Je sais pas. Cuit au barbecue. Ouais, Pardon. tellement. Mais du coup, se nourrir aussi n'est pas nécessaire. Alors là, on parle de ressources obligatoires dans les jeux de gestion, mais il y a également des aspects où ce n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire de se nourrir dans certains jeux comme Cozy Groove ou alors Animal Crossing, c'est mais vrai. la possibilité de consommer des fruits que l'on récolte par-ci par-là est possible, ou alors de les donner, bien sûr, à des personnages spécifiques. On parle de collectibles, bien sûr, ces personnages vont nous récompenser hein, pour ce service. Mais on parle aussi de cette notion de cannibalisme, puisque dans certains jeux, bien sûr, il est possible, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique, à donner un aliment de poulet à un PNJ poulet. Ouais. Il va se délecter de ce plat. C'est Poulet. un petit peu particulier. Et là, on se dit que c'est un peu fucked up. Bien sûr, il y a d'autres exemples d'interprétation de la nourriture dans les jeux vidéo. On peut parler des champignons de Mario, qui est devenu totalement culte. Hein. On parle des bananes aussi dans Donkey Kong. Aussi, très bien. C'est On parle vrai. des les navets C'est vrai. hein, dans Animal Singe, Crossing. hein. banane, ils sont allés Voilà, chercher c'est des loin. collectibles, hein, on en a besoin, on en a besoin. Il est important de les récupérer, tout comme il est important de manger. En fait, il y a toute cette notion en fait, d'obligation autour de la nourriture dans les jeux vidéo qui est quand même assez formidable. Et certains en fait, de ces collectifs sont un peu caractérisés comme des joyaux, comme des bijoux, tellement c'est précieux en fait. Ah, mais Et, pendant le confinement, les navets sont devenus plus importants Oui. que l'euro pour beaucoup de Oui, pardon. personnes. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Le cours du navet. Ouais, le cours ouais. du Mais navet. C'était incroyable. Mon Le Twitter, cours du c'était navet, que il fallait ça. attendre, genre, mais Ah, il y a dimanche, combien let's go, aujourd'hui 11h. Non, viens chez moi, le dealer, il le fait mieux et tout. Ouais. Genre, je regardais ça, je comprenais rien. Mais c'est vrai magnifique. que c'est des récompenses qui sont relativement exceptionnelles. Dernièrement, avec Tinykin, bien sûr, où récupérer du pollen nous permet en fait de créer du nectar. Ce nectar nous permet de récupérer des bulles de savon pour planer plus loin. Donc c'est une obligation, c'est important de récupérer de la nourriture. Forcément, qu'est-ce que l'éthique un peu dans les jeux vidéo autour de la nourriture hein. On se pose la question, surtout ces dernières années, autour des jeux de survie. Parce que comme leur nom l'indique, il faut survivre. Et oui. Et dans la survie, il y a forcément la quête de la nourriture en tout genre. Donc, outre la recherche de l'eau, bien sûr, pour s'hydrater, il y a la cueillette. Très bien. Le fait de devoir en fait, créer ses propres cultures, qui est très important. Et en fait, il y a toute cette dimension de végétarisme qui rentre en jeu.
T'inquiète. Désolé, C'est le- ça n'est pas sale, hein. Ça n'est pas n'est sale pas le sale, végétarisme, hein, ouais. tu sais. Non, c'est que justement, j'ai vu un truc pas du tout vegan devant moi. Oui, j'ai c'est fait, vrai qu'il y a zéro viande là-dedans. Là, il y a zéro. Mais zéro tu adores ça, les Moi, il y a burgers. dedans des burgers, j'ai vu celui-là, j'ai fait. Mais ils sont pas très beaux. Non, ils sont. Ouais, je sais pas où ils t'as sont trouvé ceux-là, mais c'est vraiment pas les plus dégueulasses, optimisés. les Arrêtez de burgers, mettre je du les touche bleu, pas. c'est pas appétissant. Je ne les touche pas, ces sont pas très burgers-là. beaux, Ils hein. sont pas beaux, ils sont pas bons. Mais oui, parce qu'en fait, il y a toute cette éthique autour de la chasse. Forcément, est-ce qu'il est nécessaire de devoir chasser pour améliorer dans le jeu? Puisque, évidemment, dans beaucoup de jeux de survie, l'aliment de la viande, du coup, tout ce qui est carnisme, en fait, est décrit comme le plus fort. En fait, finalement, les recettes de c'est viande vrai. sont qui vont t'octroyer en fait, plus de bonus. Également, forcément, créer un vêtement en tissu sera moins important que créer un vêtement en cuir. Et c'est des questions forcément qui se posent, notamment ces dernières années, autour de cette quête, autour de personnes qui ont des valeurs également à dégager, qui veulent les partager dans l'univers vidéoludique, ni plus ni moins. Et Les donc, reliquats voilà, de l'ancienne école. c'est au quelque final, chose quoi. qu'on se parle. Donc là, on voit la petite vidéo de The Forest quand il faut chasser le lapin. Un petit lapin moutarde. Ouais, j'avoue. Ouais, mais en termes de game design, en termes de game design, Ah, les animaux étant souvent plus difficiles à aller attraper Mhm. que Voilà, c'est les une récompense. plantes, on est récompensé de la difficulté d'aller Ouais, les ouais. chercher Bien sûr. par des bonus supplémentaires. Et c'est vrai que, c'est vrai que du Il coup, est passé à travers la l'association case, fait souvent comme ça. Non, mais je crois qu'il y a eu la priorité du lapin et après, lui, il est reparti. Il a L'histoire fait, ne dit pas si le chasseur était en train de boire des coups pendant. Ouais. Ah. On verra ça. Oh, il est tombé au moment. Mais Mais, ses coups après. Moi, il y a Et- toujours la scène de l'assassinat du lapin dans The Last Mais of Us, d'ailleurs, dont je me suis jamais remise. c'est- c'est vrai. Mais oui, par contre, d'ailleurs, concernant The Forest, il existe des vegan runs. Oh, Ouais, c'est possible. C'est un speedrun vegan où, en fait, tout consiste à ne pas se servir de tout ce qui est animal. d'accord. Voilà. Très bien. Je me suis renseignée un peu là-dessus, c'était formidable. C'est pas très long, mais c'est un des hauts faits le plus difficile à obtenir. Ah C'est cool ouais. qu'ils prévoient ça en fait. Comment? C'est cool qu'ils aient prévu ça dans le. Oui, bien dans le sûr. jeu. Bien sûr, bien sûr. C'est dur. Quoi. C'est dur Mais à c'est quel pour point ça aussi il y a dur. beaucoup plus de jeux où voilà, on propose plus de plats végétariens qui octroient plus de bonus. Enfin, pas plus, mais des bonus égaux, en fait, finalement, aux autres. Des alternatives. Voilà, en fait. les mœurs changent. Donc bon. Mm. Bon. Maintenant, fini les jeux de survie. On va parler un petit peu. Burger. euh, Ah non, pas. presque puisqu'on va parler de l'art de la cuisine dans le jeu vidéo. Ah. Puisque la cuisine a réellement réussi à s'intégrer finalement dans l'univers du jeu vidéo. Et il y a des centaines et des centaines de jeux et de jeux qui sont uniquement axés sur la restauration et l'élaboration de multiples recettes. Bien que la cuisine virtuelle ne reflète pas forcément le chef qui est en nous, certains en fait sont de réels apprentissages et qui en fait donnent envie, qui sont nécessaires, qui nous apprennent encore plus de choses. On va parler un petit peu de Cooking Simulator, par exemple, qui est développé par Big Cheese Simulator, disponible d'ailleurs en VR, et qui nous propose, en fait, de A à Z, en temps réel, on peut accélérer bien sûr, de cuisiner. Donc, bien sûr, de l'aliment à prendre, la casserole à remplir, les minçages de l'oignon, gérer les épices et le grammage, le minuteur à gérer. Il y a plein d'autres Wow. aspects qui rentrent en jeu. Il s'agit d'un véritable cours de cuisine qui est véritablement intéressant. Il y a de plus en plus de jeux dans ce genre-là qui commencent à sortir et on les a connus il y a un petit moment, que ce soit sur PC mais également à l'époque sur Nintendo DS avec Cooking Mama. Ah, ouais, de ouf. j'allais le dire, genre moi j'ai Ouais. connu Cooking Mama. Avec où il ça a fallait bien émincer changé maintenant. l'oignon, bien sûr, il y a pas mal de choses. Et aussi, ça m'a permis de... C'était plus un jeu de rythme en fait, Cooking Est-ce que Mama. vous saviez qu'il y avait un jeu cuisine Cyril Lignac qui était sorti sur Nintendo DS? Non. Mais arrête quoi? Mais Oui, non. c'est vrai. Sérieux? C'est vrai. Mais est-ce qu'il y a du piment Il y a d'Espelette? Tout qui est sorti Et sur DS. Évidemment. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est croquant? C'est gourmand. C'est gourmand. Il est bien, il a un tote bag, c'est gourmand, c'est croquant. Gourmand Ah, bien croquant, sûr, bien sûr. évidemment. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Bien sûr. Ah là 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 là. Faudra qu'on l'invite un jour, Cyril. Mais ouais. Et t'as des images du jeu? Alors non, j'avais juste en fait j'ai juste vu la jaquette. D'accord, ok. Malheureusement. J'aurais trop voulu voir des images du J'aurais- jeu. ouais. On peut- Cyril ouais, Lignac. on peut nous les mettre. Ça, À mon c'est avis, un mais jeu bien Gameloft, Oui, c'est Game Ouais, en Loft, fait, c'est très drôle parce que Game c'est Loft. envie de mettre une belle cinématique avec Cyril qui t'explique un truc et après ça va être un peu catastrophique. Les 3 lignes noires qui font Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est fini. Mais les crêpes. oh mon dieu. Donc tu as la vidéo. Ah oui, c'est bien donc de la cinématique. Oui, c'est ça. Ok. Parce que moi, je suis ni accro aux jeux vidéo. Non pas que j'aime pas ça, je l'ai eu fait quand j'étais minot, mais Quand mais j'étais c'est vrai minot, qu'aujourd'hui, J'ai eu fait quand j'ai j'étais pas le minot. temps et Pardon. C'est pas trop mon délire. Concrètement, donc, c'est pas un jeu vidéo, vous le disiez. Qu'est-ce qu'on fait Ouais, en termes Il de, était jeune, en termes hein. de gameplay, là pour l'instant on n'a rien. hein. Ah, ça, c'est l'époque de Top Chef. Bah non, regarde, c'est du 60 FPS là. réaliser chaque recette. Allez. Alors, Ça fait du bien on les retrouve steady, hein, quand des même, hein. recettes selon des thématiques avec des entrées, des plats, des desserts.
Dans une thématique, il y a toujours un trait plat dessert avec une difficulté plus ou moins. Cake au selon la comté, hein. recette. Blanquette de veau ensuite, printanière. Comment j'ai faim. Je suis cool en Ouais. chocolat. Config, là, Fraîcheur de pose la tresse là, dans 5 secondes. Ouais, c'est ça, ils présentent bien. En fait, oui, c'est des espèces de petites cinématiques, en fait. Ouais, d'accord. Waouh. Ça a l'air Mais c'est bien, de- c'est- de en vrai, cuisine c'est plus que ludique. ça. Il est Ouais, coiffé c'est comme ludique. Paul aujourd'hui, C'est incroyable. C'est bien fait. Non, en fait, c'est. Pour finalement garder toute la structure. Oh de là la tomate. là. Mais du coup, à part ça, bien sûr, on va revenir juste après sur vos meilleurs jeux de cuisine. On va parler aussi un petit peu, forcément, on est obligé, hein, on a parlé des pubs Uber Eats. Et on va parler de la publicité et la consommation via le jeu vidéo. Oh. Et c'est vrai que l'industrie vidéoludique a recours au placement de produits alimentaires pour faire amortir soit les frais de production, promouvoir un aliment, promouvoir une marque, bien sûr. Et elle participe ainsi à une forme d'incitation à la consommation. On les connaît sous plusieurs formes, soit des publicités directement intégrées dans le jeu, comme on a eu dans Street Fighter avec l'éditeur japonais Capcom qui avait intégré des pubs comme Burger King. Ah ouais, c'est vrai, Oui. ils ont fait ça. Ouais, ils avaient fait ça. Et en fait, Ils sont partout. ouais, il y en a partout, hein, vraiment. Et Je me souviens de Pocky et de Red Bull. il y a aussi Au Doritos Japon, Metal Gear Solid. Ouais. Oui, Doritos Metal Gear Ouais. Solid, ouais. Ouais, il y en avait plein comme ça. On en voit un peu. Il y avait aussi une épreuve dans un ancien Tekken, je me suis pas aussi retrouvée, où en fait il fallait récupérer un maximum d'énergie drink. Ah, c'est pas Death Stranding. Non, Non, c'est rien dans- à voir. C'est dans Tekken. C'est dans Tekken. Non, c'est dans Death Stranding. Dans Death Stranding, il y a il y des a monsters. Non, mais Dans tu m'as Death dit Stranding, Energy Drink et j'ai pensé à Death Ouais. Stranding. Ouais, Death Stranding, il y avait des monsters. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais là, c'était vraiment dans le jeu où tu as besoin de les Wipeout et récupérer. Red Bull, c'est vrai, on nous dit. Ouais. Ouais. Ouais, mais il y en a beaucoup. Hein. On pourrait vraiment faire toute une liste dessus. j'avoue. Et forcément, comme on l'a dit, ça permet d'amortir les frais. Surtout que, bon. Après, il y a des jeux qui sont plus ou moins pertinents. Mais là, voilà, on voyait la ça, pub qui était assez Ah, ça me donne envie colossale. de mourir, c'est mon main. Ah ouais. Respect. Je sais pas, Ah, petit j'avoue mec, que un petit le steakhouse. Kusatsu Burger King, le Hansatsuken en prend pour son grade. Mais on va juste terminer cette chronique par, bien sûr, la consommation créée, du coup, IRL, dans la vraie vie, par le jeu vidéo. Et cette gestion de la nourriture, de la cuisine est une chose essentielle pour améliorer les capacités de survie de son personnage. Et dans certains jeux, je suis en train de relire en fait exactement le même truc. Qu'est-ce que je voulais dire l'apparence en fait totalement vraie des plats, parfois de certains Ah jeux, ouais, ça c'est trop donne fort. envie de les faire dans la Oh vraie là vie. là, vie. Yakuza, FF15, les Japonais sont trop forts. De fouille une dalle à chaque fois. C'est trop bon. C'est ça, et en fait, Oh, on ça a a l'air on a beaucoup de jeux. On a eu New World aussi, on Ah, a New World. Zelda, bien sûr. Oh là là. Et en fait, il s'agit d'une profonde philosophie qui nous font aimer la cuisine et farmer également en jeu, puisque c'est beau, c'est esthétique, c'est chouette. C'est peut-être pas ce qu'on a dans la vraie vie, donc on a envie de les faire. Et il y a certains créateurs qui se permettent, qui le font, bien sûr, comme Gastronogeek, Mais bien sûr. qui réinterprètent ces recettes. Et bien qu'il y ait l'aspect fantasy des jeux vidéo, bien qu'il y ait la création, qu'il y ait des aliments qui n'existent pas en fait dans la vraie vie, il y a cette interprétation et cette création, cette gestion qui est relativement formidable. Et on arrive à créer un lien entre le jeu et la vraie vie et qui donne encore plus envie d'apprécier son jeu. Et Thibaut est très très bon là-dessus. Hein, vraiment un énorme big up à lui parce que j'avais fait une chronique une fois sur les différents cookbooks qu'on peut avoir ici, et vraiment en termes de qualité il est très très bon puisque ce n'est pas du scamming, ce n'est pas une mauvaise chose, les dosages sont très très bien respectés et surtout c'est un véritable travail. On peut retrouver des recettes inspirées il y a un cookbook Assassin's Creed qui existe le codex culinaire, mais également il y avait eu un Ulule pour je crois que c'était Ulule pour un cookbook sur Zelda Breath of the Wild qui est Let's un de ses go. jeux préférés bien sûr, qui est juste totalement magnifique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cookbooks qui existent. Malheureusement, je vais faire de la mauvaise pub pour les cookbooks, les livres de recettes américains, puisque généralement ce sont toujours les mêmes auteurs. Ce sont des recettes qui sont qui ont des noms différents, réinterprétés différemment, mais qui sont toujours les mêmes de livre en livre, que ce soit de Elder Scrolls à, je sais pas, Halo. Il y a eu un cookbook Halo. Ouais. Il y a un peu dans tous les sens. Et malheureusement aussi, la traduction est très mauvaise. Les dosages sont mal faits, puisque c'est vrai qu'aux États-Unis, on parle de cups. Donc les dosages ne sont pas respectés pour nous, en termes de français. En fait, malheureusement, ils sont édités, mais ce n'est pas à notre goût. C'est très joli, c'est très sympa, mais il faut tout refaire, il faut tout revoir. C'est trop américain, quoi. Voilà, donc- Vous allez le manger, vous allez pleurer. donc. On a de la chance d'avoir Thibaut Villanova C'est pour ça, chez oui. nous, en tout cas. Il faut Ça, se concentrer sur la ça. Pas tronche. très raffiné là-bas, quand même, les recettes. Voilà. c'est exactement Et voilà. ça. Merci beaucoup, K.O. Ça Merci, donne K.O. faim, même si j'ai mangé. J'ai C'est trop faim, moi, là, j'en absolument peux plus. Moi, je terrible. vais, par ta faute, tu vois, j'allais faire un truc léger. Là, je vais m'empiffrer en rentrant. Sinon, tu cuisines en jeu et t'attends. Essayez de tenir. Tenez bon, résistez.
résister, évidemment, résister avec nous de midi à 14h. C'est l'heure la plus dure à laquelle résister, car vous êtes tous probablement en train d'être à votre pause déj, à ne pas regarder Internet, car vous n'avez pas Internet, évidemment, mais peut-être avez-vous acheté des livres, et peut-être êtes-vous connaisseur de Naruto. On parle tout de suite dans l'archive pour cette fin d'émission. 23 ans tout juste, le 20 septembre 1999 sortait le premier tome de Naruto de la Shueisha au Japon. Donc il faut dire c'est le début de parution. C'est sexy, Ça veut rien dire. Le nin, c'est un nin. Le nin jutsu. Ninjutsu. Ah, je suis trop vieux pour ces conneries, c'est pas possible. Il est trop bien. Non, en vrai, c'est trop bien. Je suis désolée de ce que Il je viens de faudrait faire. un AMV où on intègre par Njou. Ouais, let's go. Naruto manga incroyable, encore extrêmement populaire aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi est-ce que Naruto est aussi populaire, tant il a peu de présence, que ce soit à la télévision, dans les médias, en produits dérivés. Juste sa suite, Boruto, C'est finalement, des est très icônes. fort. Mais finalement, le manga Naruto, très accessible, toujours intemporel, eh bien, touche toujours un public jeune comme âgé, déjà par transmission pure et dure, puisque ça passe d'une génération à une autre, uniquement, de grands frères à petits frères, de parents à enfants, mais aussi parce que Naruto, c'est un élément fondamental de la pop culture française, surtout, plus que finalement ailleurs dans le monde. Comment avez-vous découvert Naruto ici ? Américaine aussi, en vérité, parce que là, on parle je suis on pas parle... sûr. Ouais. Si, parce qu'en fait, en Amérique, il fait partie de ce qui est appelé le Big Three. Tu vois, Naruto, Bleach, One Piece. Ça, c'est partout. Voilà, aussi, c'est partout, tu vois. Partout. Mais du coup, ils ont cette même révérence que nous, on a. Ça a marqué absolument tout le monde, Naruto, C'est ça, pour le c'est coup. quasiment de la même génération. C'était Ouais. c'était un peu la guéguerre aussi qui a popularisé. Carrément. Et c'est aussi l'époque où de nerds qui se font défoncer dans la cour de récré, on passe à c'est trop stylé les mangas. C'est vrai que maintenant c'est très bien vu, mais nous, oui, quand on a grandi, on a connu on l'époque, était Imagine au collège, j'y allais avec un truc Akatsuki ou quoi, tu te serais Non. fait bully, mais pas faire comme Tu te pas fais faire bully aussi vivre. aujourd'hui, je te Il rassure. est possible Non, que j'ai non. débarqué au collège avec des kunai, il est T'as possible. vraiment fait ça? Avec des Mais non, kunai. mais par contre, Ouais. tu cherches. Oui, mais en même temps, j'étais déjà joueur de Magic, donc tu vois, alors, C'est bon. quitte à y aller, autant y aller. C'était pour planter les gens qui critiquaient. Non, c'était juste, je trouvais ça cool parce que j'adorais Naruto, tu vois, donc je voulais juste jouer avec. Tu vois, je me faisais pas chier, quoi, tu vois, je jouais avec un kunai comme on jouait avec un fidget spinner aujourd'hui, quoi, tu vois. Ouais, moi aussi, j'étais avec mes Munjaku dans la cour. Tout va bien. Et toi, ça va, C'est bien Jean-Michel sûr. Le vrai kunai de l'écolier, c'est le stylo que tu fais tourner. Oui, c'est vrai. Complètement. Connaisseur. Et tu le tiens comme ça, genre. Exactement. Prêt à te battre, ouais. En tout cas, 23 ans. 23 ans et toujours culte. On souhaite évidemment un bon anniversaire à Naruto. C'est que du plaisir. Certains en apprécient la suite, d'autres la renient complètement. Et sachez que Naruto, ça continue évidemment d'exploser et d'exister partout dans le monde. Qui sait, peut-être un jour, Kishimoto se remettra au travail pour nous sortir une nouvelle œuvre passionnée. Mais bon, quand t'as plus qu'à compter les billets, pourquoi mettre en danger ta santé? Vous avez regardé Starter et nous vous remercions. Merci beaucoup Taksu, merci Kao, Merci Lox. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de cette émission en podcast et en rediffusion si vous l'avez raté en fin de journée. Voilà, n'hésitez pas à jeter la VOD YouTube aussi 24 heures après. Tout ça c'est dit. Bisous à tous. Des bisous. Et Bonne journée. ciao. N'oubliez pas de ramener Sasuke à Konoha.